Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous dans ce magnifique lieu, Musée des Confluences à Lyon, et en ligne également, pour cette conférence qui va s'intéresser à la valeur sociétale créée par les associations. Vous êtes plus de 500 à vous être inscrits de toutes les régions de France, mais aussi d'Europe, d'Afrique, du continent africain, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est. Donc le sujet intéresse. Vous êtes engagé dans le monde associatif, dirigeants, salariés, bénévoles. Vous êtes partenaire du monde associatif, collectivités, fondations, entreprises, mécènes. Et vous êtes aussi chercheuse et chercheur. Je suis Florian Covelli, délégué général de l'Institut français du monde associatif. Je vais animer cette conférence qui va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, Yannick Blanc présentera l'Institut français du monde associatif qu'il préside. Et il partagera avec nous ses réflexions et les travaux de l'Institut sur la création de valeurs sociétales par les associations. Dans un deuxième temps, trois partenaires de l'Institut nous diront pourquoi ils sont à nos côtés et nous livreront leur vision sur cette question de la valeur créée par les associations. Et puis nous entendrons ensuite 2 dialogues successifs, pour chacun entre une chercheuse et un acteur associatif, qui viendront nourrir nos réflexions et apporter des témoignages sur la contribution des associations à la société et à la démocratie. Le premier sous l'angle de l'accueil des personnes exilées et le second sous l'angle de la crise climatique. Durant ces 2 heures, nous serons accompagnés, croqués, illustrés par Marie-Lise Erard, notre facilitatrice graphique. Voilà, pour le mot d'accueil, sans plus tarder, je passe la parole à Yannick Blanc, président de l'Institut français du monde associatif. Bonjour à tous. C'est la première fois que je prends en public la parole en tant que président de l'Institut français du monde associatif, ici à Lyon. Et je ne peux donc pas commencer cette réunion, cette matinée, sans avoir une pensée amicale pour Simone André. Simone André, ancienne première adjointe au maire de Lyon, personnalité éminente de la vie associative lyonnaise pendant des décennies, et qui est à l'origine de l'Institut français du monde associatif. C'est elle qui, il y a bientôt presque 10 ans, a réuni un certain nombre d'experts, d'acteurs du monde associatif, dont j'étais, pour poser les bases d'un institut qui poursuivrait l'engagement qui a été celui de toute sa vie en faveur du monde associatif. Et c'est en travaillant avec elle, autour d'elle, et en réfléchissant à ce qu'étaient les besoins à venir du monde associatif et de la vie associative, que nous avons ensemble décidé d'orienter l'activité de l'Institut sur les enjeux de recherche, les enjeux de connaissance du monde associatif. C'est ce que nous avons voulu faire. Et voilà, je pense que c'est important de marquer ce passage de relais, cette continuité qu'il y a entre ce que fut l'action politique de Simone André et son prolongement dans des questionnements, dans des démarches de longue haleine comme celle qu'on va aborder aujourd'hui à propos de la création de valeur par les associations. Je ne peux pas non plus commencer cette matinée sans remercier nos partenaires, les partenaires que nous avons convaincus que s'intéresser à la recherche sur le fait associatif était porteur de valeur. Donc c'est un peu une mise en abîme de notre réflexion de ce matin. Nos partenaires que sont Inextinso, cabinet d'expertise comptable, NJ People's Lab, la Fondation du Crédit Coopératif, acteur essentiel de cet univers, et la métropole du Grand Lyon qui nous accueille. L'Institut français du monde associatif a donc fait de la connaissance du fait associatif l'objet de son activité. Il s'agit à la fois d'accroître la compréhension que nous avons du fait associatif. Le fait associatif, il est massif, il est omniprésent dans la société. Je ne vais pas aligner les chiffres qui rappellent l'importance de ce fait. Et il y a une disproportion évidente, c'est l'intuition initiale de l'Institut, il y a une disproportion évidente entre l'omniprésence du fait associatif
parmi nous, le rôle qu'il joue dans le fonctionnement de la société, l'effet de levier qu'il peut avoir sur un certain nombre d'enjeux décisifs pour nous, et puis l'intérêt qu'on lui porte en termes de connaissances. Nous pensions, lorsque nous avons créé l'Institut, qu'il n'y avait que très peu de chercheurs qui s'intéressaient aux faits associatifs, parce qu'il n'y a en effet que très peu de chercheurs qui ont fait de cette problématique le cœur de leurs travaux et de leur carrière. Au fil des années, nous avons découvert que, en réalité, il y avait à des moments divers, à un titre ou à un autre, plusieurs centaines, et même aujourd'hui, il y a dans notre base de données 4000 références de travaux de recherche à l'échelle internationale sur le fait associatif. Donc la ressource de connaissances est là, l'enjeu est là, les chercheurs sont là, ce qui manquait, c'est un lieu où cette ressource, ces problématiques, ces attentes se rencontrent, dialoguent et structurent des activités de recherche. C'est le rôle de l'Institut français du monde associatif. Et pour jouer ce rôle, nous avons consacré une bonne partie de nos premières années d'existence et d'activité à enquêter sur les besoins de connaissances dans le monde associatif. Nous avons organisé une consultation nationale, nous avons organisé plusieurs réunions régionales avec les acteurs associatifs et nous avons de cette manière commencé à identifier les enjeux qu'il fallait explorer. Nous n'avons pas attendu la conclusion de ce travail d'enquête pour commencer à soutenir la recherche. Il y a déjà 23 projets de recherche qui ont été financés et soutenus par l'Institut, et nous aurons début décembre à Paris une première rencontre nationale pour rendre compte de ces travaux de recherche. Toujours est-il que dans ce cheminement d'enquête sur les besoins de connaissances, la thématique de la valeur, de la création de valeur, de l'évaluation, de la valorisation, tout ce qui tourne autour de la valeur s'est rapidement imposé comme un des thèmes essentiels de besoin de connaissances. Je n'ai pour ma part pas été pris ou dépourvu ni surpris par ce phénomène, puisque dans le cadre des responsabilités que j'exerce par ailleurs à la Fondale, laboratoire d'idées du monde associatif, j'ai déjà depuis plus de 5 ans commencé à explorer ces problématiques. Mais ce qui peut expliquer cet engouement, cette attente, c'est bien sûr assez largement la pression qui est mise sur les associations en termes d'évaluation. Les acteurs associatifs le savent, que ce soit dans le secteur culturel, dans le secteur social, dans le secteur éducatif ou ailleurs. Aujourd'hui, pour convaincre, pour obtenir des financements, pour construire sa stratégie, son budget, il faut disposer d'outils d'évaluation, il faut démontrer que ce qu'on fait a un effet, un impact, une utilité et donc une valeur. L'interrogation qui porte sur la valeur créée par les associations est d'abord une interrogation stratégique. Notre conviction, et les premiers travaux que nous avons menés, animés sur ce sujet, vont dans ce sens, c'est que pour nourrir les réponses à cette interrogation stratégique, il faut aller plus loin dans les interrogations de recherche. Il faut creuser la problématique. Cette question de la création de valeur et de la valorisation est loin d'être facile à analyser. En 2 mots, qu'y a-t-il derrière cette notion de création de valeur sociétale ? Il y a deux choses, 2 domaines, 2 échelles d'interrogation auxquelles on doit répondre. Premièrement, tout ce qui concerne la part, le rôle, le poids relatif, l'effet de levier de l'activité associative dans la société, dans ce qu'on peut appeler, bien que ce soit très discutable comme formule, la production de l'intérêt général, la production du lien social. Les associations sont un des acteurs clés qui nous permettent de faire société. Les associations sont, et depuis longtemps, depuis très longtemps, des acteurs clés dans tous les phénomènes de transformation de la société et d'innovation sociale. Je cite toujours l'exemple du décryptage du génome humain, de la loi sur le droit des malades, de la transformation de l'exercice du pouvoir médical dans notre société. Ces faits essentiels sont le fruit
de l'action des associations dans les années 80 sur le terrain de la lutte contre le sida et sur le terrain de la recherche sur les maladies orphelines. Ce sont des acteurs associatifs qui ont été les premiers à prendre des risques, à prendre la parole, à aller chercher des ressources. Et leur action a eu un effet de transformation fondamentale sur l'ensemble de la société. Le décryptage du génome humain est une des activités de recherche qui a le plus transformé l'exercice de la médecine au cours des dernières années. Et enfin, le fait associatif est probablement un des faits clés pour comprendre comment évolue la façon dont la société s'organise sur ses territoires. Notre rapport au territoire, il a pendant des décennies été dominé par des questions institutionnelles, d'organisation des collectivités locales, de rôle de l'État, de décentralisation, etc. Cette phase est terminée et aujourd'hui, les acteurs locaux se rendent compte que pour faire vivre un territoire, dans sa dimension sociale, dans sa dimension économique, dans sa dimension écologique qui est devenue si importante, eh bien l'acteur associatif a un rôle clé à jouer. Au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la mesure d'impact, c'est-à-dire quel est l'effet de votre activité sur votre environnement et sur la société, s'intéresser à la valeur produite par les associations, c'est aussi s'intéresser à la façon dont elles agissent. Le mode d'action, le mode d'organisation, l'exercice de la décision, le partage du pouvoir dans les associations n'est pas transparent par rapport à l'effet qu'elles produisent. Le comment est aussi important que le quoi. Le fait que des acteurs s'associent de manière formelle, informelle, à grande échelle, à petite échelle, est en soi créateur de valeur pour la société à travers cette activité de faire ensemble, de se rapprocher, de s'associer, de partager ses connaissances et ses activités, il y a tout un phénomène de détermination de ce qui compte pour nous. Il n'y a pas de coupure entre la façon dont, quand on crée une association, on se réfère à des valeurs au sens éthique et politique du terme, et la façon dont on crée de la valeur. Le lien entre la qualification de la valeur et la quantification de la valeur, donc la mesure d'impact, ce lien est une problématique particulièrement délicate. Elle mérite une activité de recherche approfondie et de longue durée. C'est ce que nous allons faire à l'Institut. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en soutenant l'activité du groupement de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale, le GREUS, dont nous avons soutenu aujourd'hui une des recherches, et dont l'activité consiste précisément à explorer la cartographie de l'ensemble des effets de transformation, des effets de levier de l'activité associative. Notre appel à manifestation d'intérêt de 2022 repose sur une double problématique, celle de l'exploration de la création de valeur et, en termes de méthode de recherche, celle de la recherche participative. Donc, nous sommes aujourd'hui, en ouvrant ce débat, en ouvrant ce sujet, au cœur de ce qu'est l'activité de l'Institut. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne matinée à l'écoute de cette conférence. Merci Yannick. On accueille maintenant Laurent Simot. Laurent, vous êtes associé et directeur national économie sociale d'Inextinso, partenaire de l'Institut. Et vous allez nous dire pourquoi les experts comptables s'intéressent à la création de valeur au sein du secteur associatif. Oui, alors aujourd'hui, l'objet de la conférence, c'est d'apporter des pistes de lecture sur comment évaluer, comment quantifier la valeur sociétale créée par les associations. Donc ça, on l'a bien compris grâce à votre président. Quand on pose la question de la valeur à un expert comptable, il est un peu comme le grand public, un peu démuni, et va surtout raisonner sur le résultat financier, c'est-à-dire la valeur financière que va dégager une association par rapport aux activités qu'elle a menées. Alors c'est souvent un peu réducteur, mais c'est quand même la première chose que l'on voit. Mais même en tant que professionnel du chiffre, on est souvent questionné par le grand public et par les financeurs sur d'autres éléments, c'est-à-dire comment on peut déterminer d'autres sources de valeur, comment on peut les justifier, les expliquer. Et c'est un vrai sujet parce que le législateur a d'ailleurs repris
ces éléments, dans les prochaines années, et d'ores et déjà, les grandes sociétés doivent faire des reportings extra-financiers, c'est-à-dire justifier leur positionnement par rapport aux questions environnementales, sociales, sociétales, que ce soit d'ailleurs également sur leur mode de gouvernance ou sur leur capacité à gérer la diversité de ses salariés. De la même manière, pour les organismes sans but non lucratif, il y a une réglementation comptable qui impose, je pense que tout le monde le sait ici, c'est de valoriser les contributions en nature dans les comptes annuels. Alors, on part d'un principe comptable, mais c'est un vrai sujet de fond parce que ça veut dire comment on va évaluer et quantifier tout ce qui est immatériel, de mise à disposition de biens, de dons en nature, et surtout, et c'est sans doute le plus important, du bénévolat, c'est-à-dire le temps qu'on va consacrer pour des causes associatives. Et donc, cette réglementation nous demande de pouvoir le quantifier. Et à travers notamment l'exemple du bénévolat, on a quelque chose de plus important, c'est-à-dire estimer la valeur sociétale quelque part de ce bénévolat, parce que utiliser les bénévoles, c'est les placer au cœur des problématiques de société et déjà les inciter à contribuer et à avoir une participation citoyenne. Du coup, une fois ce constat fait, on se rend compte que ça a déjà été abordé, pour justifier auprès des financeurs, pour attirer des dons, pour attirer de nouveaux types de financement, eh bien, l'association a besoin de prouver qu'elle est utile, qu'elle a une cause qui est juste, louable, et qu'elle profite au plus grand nombre. Donc quand un expert comptable accompagne une association, son besoin, c'est également d'avoir des indicateurs en termes de valeur, d'impact, pour pouvoir justement commenter et apporter d'autres éléments sur les informations financières. Un dernier point, et c'est peut-être le plus important pour nous, c'est qu'on voit quand même une tendance de fond. La tendance de fond, elle a été indiquée à travers avoir des indicateurs, bien entendu, mais plus globalement, c'est comment on peut mesurer la valeur d'impact global du secteur associatif sur la société. Et pour cela, nous avons besoin d'argumentaires. Quand on est expert comptable, on n'est peut-être pas aussi expérimenté, donc on n'a pas les clés pour indiquer comment justifier ça, comment le quantifier. Donc c'est pour toutes ces raisons d'ailleurs qu'Inextinso, donc cabinet d'expertise comptable, s'est intéressé à ce sujet et souhaite soutenir l'Institut français du monde associatif dans ses recherches. Et on pense que toutes ces pistes de réflexion nous seront également très utiles dans nos travaux du quotidien. Merci Laurent. On va maintenant accueillir Anne Archambault. Anne Archambault, déléguée territoriale d'Engie Auvergne-Rhône-Alpes, qui est partenaire de l'Institut. Dites-nous, Anne, au titre d'Engie, quelle est votre vision sur les enjeux de création de valeur associative ? Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis déléguée territoriale chez Engie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille en fait notre ancrage territorial sous le prisme du sociétal, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de collaborations avec le monde associatif. Donc Engie, c'est un groupe international, de fourniture d'énergie et de services associés, et qui s'est donné pour mission d'accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. Et donc, on a toujours eu, de par la taille de notre entreprise, de par notre activité et de par nos engagements RSE, de nombreuses collaborations avec les entreprises. Néanmoins, depuis la décentralisation des projets énergétiques, ces collaborations sont amplifiées et je peux même dire qu'elles sont devenues stratégiques pour le groupe. Localement, mais sur toute la France, à mon niveau, donc je constate que on a vraiment aujourd'hui, des relations très fortes au niveau de l'emploi. Les associations nous aident à fluidifier nos recrutements, à apporter de la mixité dans nos équipes et tout simplement à mettre en place les clauses d'insertion de nos contrats. Sur un volet plus environnemental, nous collaborons avec des associations qui vont nous aider à nourrir notre réflexion et améliorer nos pratiques, notamment en termes de biodiversité.
Il faut savoir qu'un groupe comme le nôtre donc, travaille avec de nombreuses parties prenantes et que souvent, donc, le monde associatif nous permet, évidemment, de trouver un réseau local, mais également fait la médiation avec des publics que nous connaissons moins bien et donc nous permet de faire le lien entre tous ces différents univers. Aujourd'hui, donc, l'urgence climatique, en fait, nous pousse toujours donc, à revoir nos systèmes de fonctionnement et à décloisonner les pratiques. Et c'est pour ça que nous avons créé sur Lyon et Grenoble cette année un projet donc, qui s'appelle People Lab, qualité de l'air. L'objectif de ce projet, c'était de créer un collectif de personnes aux compétences différentes, mais non sachantes, donc sur ce sujet, pour s'acculturer ensemble donc, sur ce sujet de la qualité de l'air. Et nous avons donc invité dans ce groupe de nombreux représentants du monde associatif, le sport, la culture, l'emploi, l'environnemental, associations étudiantes, associations de jeunes dirigeants, et tout ceci sous la houlette de l'association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est référente donc, sur le sujet de la qualité de l'air. L'objectif donc, de ces ateliers, c'était de voir comment collectivement on pouvait porter ensemble une cause, une problématique qui est extrêmement complexe et que chacun à notre niveau, nous ne pouvons régler seuls. Voilà, donc moi tout ce que je peux vous dire, c'est que cette collaboration a très bien fonctionné, que le mélange des genres et la volonté, l'engagement de chacun nous a permis donc de porter aussi bien chacun de notre côté, mais que collectivement, des actions au service de cette cause. Et qu'aujourd'hui, je suis convaincue que des solutions technologiques ne suffiront pas à mettre en place cette transition écologique que nous souhaitons tous. Et que, voilà, donc nous aurons évidemment besoin du monde associatif avec sa capacité à accompagner le changement, sa présence sur le territoire, puisque, en fait, nous n'avons pas tous les mêmes besoins pour mener une transition écologique selon le territoire où nous nous situons. Donc voilà, donc nous aurons vraiment besoin de vous pour accompagner ce changement. Voilà, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai souhaité être parmi vous, voilà, pour soutenir cette conférence. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Merci Anne. Et maintenant, nous allons être rejoints par Florestan Groux. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, chargé de la vie associative et de la politique sportive. Et vous allez nous dire pourquoi vous êtes à nos côtés et pourquoi, pour vous, grande collectivité territoriale, que représente la valeur créée par les associations ? Oui, mais d'abord, je vais commencer par vous remercier parce qu'effectivement, en fait, je viens juste de prendre mes fonctions et Florian et Sophie aussi, qui est dans la salle, ont vraiment tout arrangé pour que je puisse vous parler aujourd'hui. Et c'était très important pour moi d'être là aujourd'hui parce que justement, ce temps-là, c'est vraiment un temps, j'allais dire, représentatif de pourquoi on est auprès de vous. On a besoin, nous, collectivités territoriales, de connaissances et de réflexivité. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur d'une nouvelle fabrique de l'action publique. Et cette nouvelle fabrique de l'action publique, elle se fait avec les associations, ceux qui ont le vécu, l'expérience, l'épreuve parfois de la réalité, avec les élus et avec le monde de la recherche. Et c'est vraiment dans ce triptyque-là, aussi en inventant des nouveaux formats, en n'hésitant pas à les scènes hybrides, qu'on arrivera, il me semble, à relever les défis sociaux, environnementaux, démocratiques qui se dressent devant nous aujourd'hui. Et alors en plus, je ne pouvais pas louper cette conférence parce que le thème est extraordinaire. Enfin, la valeur, moi je me souviens quand je suis arrivé dans ma première association, 3 jours après, soirée débat, bénévole, citoyen ou adhérent d'une association, quelle différence, quelle résonance. Et on voit que 15 ans après, cette question-là, elle est toujours au cœur de nos préoccupations. Parce que ce qu'il y a au cœur et ce qu'il y a derrière ces questions, c'est ce que vous avez dit, ce que les intervenants précédents ont dit, c'est quel est le rôle social, quel est le rôle dans la fabrique de la société des associations. Et c'est une question qui est fondamentale. Moi, vous vous en doutez, j'ai une petite idée, mais j'ai aussi
beaucoup de questions sur comment les choses doivent évoluer, parce qu'on parle de nos propres représentations, mais comme je vous ai dit, c'est un triptyque qui nous permet quelque part de recomposer le puzzle, et du coup les questions qui vont se poser aujourd'hui sont essentielles. Elles sont essentielles parce qu'elles sont des questions de recherche, mais c'est des questions aussi qui sont sociales, qui sont démocratiques, et qui sont, et ça j'ose le dire, qui sont politiques. Moi qui suis élu, je veux qu'on se réapproprie le mot politique comme la gestion collective d'un intérêt général, et qu'on essaye de casser cette représentation que c'est que le politicien, que le jeu d'acteurs. La politique comme la gestion collective tous ensemble d'un intérêt général qu'on a à définir, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique, et donc du coup se réapproprier ce mot valeur, comme on va le faire tout au long de la matinée, ça me paraît indispensable, parce qu'aujourd'hui, ce mot valeur, il a une polysémie qui fait que chacun peut s'en saisir d'une certaine manière, parfois le détourner pour ses propres intérêts, parfois au contraire le remettre au service de l'intérêt général. Parfois il y a des représentations qui sont très dominantes, on le sait, parce qu'elles ont leur importance, mais c'est vrai qu'on parle énormément de valeurs économiques, mais il y a quand même toutes ces autres valeurs qu'il est vraiment indispensable de mettre en avant, et aujourd'hui, même les acteurs économiques le savent, puisque NJ l'a dit juste avant, on sait qu'il faut qu'on aille explorer ces notions. Après, c'est une question délicate, et c'est pour ça que les chercheurs sont là pour nous donner des grilles de lecture, parce que cette exploration-là, il faut la faire en sachant qu'on va vers des mondes qui sont parfois invisibles, on va aller quantifier des choses. Et moi, en tant qu'élu, je me pose aussi beaucoup la question de attention à ce que la redevabilité qu'on nous demande parfois, qu'on vous demande parfois, pour à tout prix justifier votre action, ne vienne pas quelque part étouffer l'action des associations. Parce que, à force de trop vouloir vous demander de vous justifier sur la base d'une redevabilité qu'il était légitime de demander, on va finir par vous étouffer, par tout quantifier, et par perdre la valeur intrinsèque en voulant finalement simplement la faire valoir ou la justifier dans notre action. Donc nous, on a une responsabilité en tant que collectivité, quand on vous soutient ou quand on vous accompagne, à mettre le juste curseur pour justement vous permettre de nous offrir des redevabilités qui ne soient pas uniquement sur la redevabilité de la valeur financière, mais qui puissent vous permettre aussi, quand vous faites cet exercice-là, de revenir auprès de nous, de pouvoir vivre votre objet associatif de manière sereine. Et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur de revenir aussi à du financement, au fonctionnement des associations, parce qu'à un moment donné, il faut que nous, on puisse vous donner confiance, et vous donner mandat de confiance, et pas être simplement dans des logiques d'appel à projet qui finissent par vous enserrer et pas vous donner de perspective pour vivre votre objet associatif, votre contribution sociale comme vous pouvez le faire, et de manière libre, et j'allais dire en dehors de ces contraintes qui pèsent sur vous. Voilà, en guise de conclusion, 3 petites choses. Je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que je pourrais dire sur la valeur aujourd'hui, là, sur ce podium, ou sur cette estrade. Juste avant, j'avais rendez-vous avec une personne que j'ai rencontrée dans une association. Et ça, voilà, c'est une rencontre inestimable. Et je ne sais pas si on arrivera à quantifier ça un jour, mais pour moi, ça a une valeur humaine qui est quelque chose aussi qu'on doit nommer, mais qu'on doit aussi laisser dans sa part parfois de l'intime et de l'humain. Si jamais vous arrivez à m'éclairer sur la différence entre social et sociétal, j'ai le débat tous les week-ends avec mes amis. Donc si vous me donnez des billes, ça me sera très utile pour ce week-end. Et enfin, je voulais mettre en avant ceux qu'on ne verra pas sur l'estrade aujourd'hui, mais qui ont une valeur indispensable. C'est tous ceux qui permettent l'expression des intervenants qui vont suivre. Donc les équipes techniques, les locations de salles, tous ceux qui aussi nous accompagnent au quotidien pour qu'on puisse exprimer aussi nos idées. J'ai emprunté un petit peu cet hommage à un fameux député de la Somme, mais il me parle beaucoup, et donc je tenais à le faire aujourd'hui. Voilà, bons travaux et merci beaucoup. Merci, monsieur le vice-président.
Et merci à l'ensemble de nos partenaires. Nous allons maintenant ouvrir un premier dialogue sur la contribution des associations face au défi de l'accueil des personnes exilées. Pour cela, avec nous, Camille Hamidi. Vous êtes professeur de sciences politiques à Lyon et vous travaillez sur les rapports entre les associations et les pouvoirs publics et les politiques migratoires. Et Lionel Pourteau, vous êtes sociologue en santé publique et directeur général de la branche urgence d'habitat et humanisme. Camille, est-ce qu'on peut, en quelques mots, camper le paysage associatif de l'accueil des personnes exilées en France ? Oui, alors donc l'idée c'était de revenir au début juste sur quelques éléments de cadrage sur les termes, de quoi on parle quand on parle de l'accueil des personnes exilées. Et en effet, le terme que les associations, les militants reprennent beaucoup aujourd'hui, c'est celui d'exilé parce qu'il est un peu plus neutre et général que les termes qu'on entend souvent dans les médias, celui de réfugiés, de demandeurs d'asile, etc. Donc juste un petit rappel, les réfugiés, c'est les personnes qui ont obtenu la protection de la Convention de Genève de 54, donc qui ont obtenu le statut. Et donc c'est qu'une petite partie des personnes qui arrivent en France et qui demandent l'asile, puisque donc quand on arrive, et qu'on dépose une demande, on est demandeur d'asile, ce qui est un statut officiel avec des droits et des contraintes qui correspondent. Et le cas le plus fréquent, c'est qu'on n'obtienne pas l'asile et donc on devient débouté de l'asile. Et en fait, c'est la majorité des personnes qui arrivent en France et qui demandent l'asile qui se retrouvent dans cette situation de débouté. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est important par rapport aussi au débat actuel sur les obligations de quitter le territoire français, c'est que la plupart de ces personnes restent, pour diverses raisons, et qu'en fait, au bout de 10 ans, plus de la moitié finissent par être régularisées, par obtenir un titre de séjour. Donc en réalité, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de parler d'exilés, c'est que concrètement, une même personne, elle peut arriver avec un titre de séjour, se retrouver sans papier, devenir demandeur d'asile, être déboutée de l'asile, et puis à la fin avoir un titre de séjour, voire devenir française. Donc en termes individuels, on va passer par plein de catégories différentes. Et dernière chose qui est importante pour comprendre ce contexte de l'asile aujourd'hui, c'est une problématique hyper visible en France, mais plus largement en Europe et dans le monde, c'est que aujourd'hui, on se focalise sur l'asile parce que depuis 1974 en France, mais c'est vrai dans plein d'autres endroits, on a décidé de fermer les frontières et donc l'immigration économique, en gros, a été interdite pendant longtemps. Et donc si on venait, pour avoir un titre de séjour, c'était juste au titre du regroupement familial ou alors en demandant l'asile. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une focalisation sur les demandes d'asile, les demandeurs d'asile. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a une logique du soupçon qui est très forte sur le fait de dire faux demandeurs d'asile, migrants économiques en réalité qui se cachent. C'est parce qu'on a instauré cette séparation entre les deux, mais qui n'est pas en fait une évidence. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats au moment de la Convention de Genève. On s'est demandé si il fallait accueillir au titre de l'asile aussi les personnes qui fuyaient pour des raisons économiques et sociales. Et en fait, il y a eu un débat entre les pays occidentaux et les pays d'Europe de l'Est à l'époque qui défendaient l'accueil économique. Et les pays occidentaux ont défendu une conception de l'asile fondée sur les droits politiques parce que c'est le modèle occidental des droits de l'homme, quoi. Donc c'est vraiment c'est pas du tout une évidence contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. Et dans les faits, et ça c'est le dernier point que je voulais évoquer là-dessus, qui est très important, c'est que la plupart du temps, les raisons de migrer sont mélangées. Évidemment, si on fuit la guerre, en même temps, en général, on n'a pas de travail et la situation sociale est compliquée. Donc, dans les faits, tout ça est très entremêlé, alors que les catégories juridiques cherchent à distinguer fortement et selon qu'on se trouve dans une catégorie ou une autre, on n'a pas du tout le même destin officiel, quoi. Donc voilà, ça c'était les petits éléments de cadrage rapide que je voulais rappeler. Et deuxième chose, et pour finir sur cette question, c'est sur le rôle des associations dans toute cette histoire. En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a des personnes exilés qui arrivent en France et en Europe, donc dès les années 20, il y a des associations qui se créent pour s'en occuper. Donc dans les années 20, après la Première Guerre mondiale et la fin des empires, et puis après la Deuxième Guerre mondiale et le fait qu'il y a énormément de personnes déplacées à ce moment-là. Donc les associations, elles jouent un rôle très important dès ce moment-là, mais de manière un peu artisanale, on va dire. Et en fait, dans les années 70, il y a des associations qui vont demander à créer un dispositif, donc le dispositif national d'accueil, qui existe toujours sous d'autres formes aujourd'hui. C'est notamment à l'initiative de France Terre d'Asile que ça s'est fait. Et donc, en 75,
on crée ce dispositif national d'accueil qui prévoit qu'il y ait des centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Et c'est à l'initiative des associations et sous l'égide des associations. C'est elles qui dirigent le dispositif. Et c'est ça qui va mettre en place les centres d'hébergement où les demandeurs d'asile passent. Et en fait, à mesure qu'on va généraliser ce que les chercheurs appellent des politiques du soupçon, c'est-à-dire l'idée que c'est des faux demandeurs d'asile, qu'il ne faut pas qu'ils restent, etc. Donc, et puis à mesure que la demande d'asile augmente, parce qu'il y a la crise en ex-Yougoslavie, par exemple, les demandes d'asile augmentent, le nombre d'asiles accordés diminue, et donc il y a un engorgement dans les centres d'hébergement. Et du coup, l'État va chercher à faciliter le fait de faire sortir les gens, donc les personnes déboutées de l'asile sortent des centres d'hébergement, etc. Et donc l'État se dit à ce moment-là que la gestion par les associations n'est pas satisfaisante puisqu'ils ne sont pas très enclins à ces dispositions nouvelles, quoi. Et donc en 2003, à l'époque où Nicolas Sarkozy... Enfin, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc en 2003, le dispositif repasse sous l'égide indirectement du ministère de l'Intérieur par le biais de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc c'est le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est rattaché au ministère de l'Intérieur. Et ensuite, c'est les associations qui gèrent, mais en tant que prestataires de l'action publique, quoi. Donc avec des formes de contrôle qui sont assez importantes, et je pense que Lionel aura l'occasion d'y revenir davantage, mais avec, il y a une commande publique, il y a une somme d'argent qui est attribuée pour chaque personne, etc. Et c'est ça qui fait aussi la problématique dans laquelle on est aujourd'hui et dont on pourra reparler après, qui est souvent les gens qui s'engagent dans ce type d'association, c'est sur une logique relativement militante, alors variable selon les associations et selon les personnes, mais ils se retrouvent aussi quand même... guichet de l'État indirectement, et donc ça crée pas mal de tensions et de frustrations parfois, quoi. Voilà. Merci Camille pour ce cadrage des termes et historique. Lionel, vous voulez compléter ce paysage associatif ? Oui, il faut bien se rendre compte là aussi que tout ceci est extrêmement protéiforme. La question du dispositif national d'accueil, le DNA, qui est ce système où, entre guillemets, les associations sont d'une certaine façon délégataires de services publics et gèrent de façon très opérationnelle, mais comme l'a fait remarquer Camille, ne gèrent ni l'entrée ni la sortie. C'est-à-dire que les dispositifs national d'accueil, les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, etc., c'est l'OFII qui dit quand les personnes rentrent et c'est l'OFII qui dit quand les personnes sortent. Et c'est à la fois quelque chose qu'on peut regretter et qui est en même temps un vrai soulagement pour les associations, parce que ce ne sont pas à elles de décider qui mettre à la rue. Alors à la fois, on peut le regretter en disant on en souffre, c'est scandaleux ce qui arrive, mais en même temps, on comprend tout à fait qu'il doit y avoir une fluidité dans un dispositif. Et d'une certaine façon, l'État nous enlève aux associations, même si elles peuvent grogner, ce poids-là. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez organisé. Juste, si vous me permettez de rajouter... ce dispositif national d'accueil que l'on peut critiquer, que l'on peut considérer comme pas assez dense ou trop dense, je ne sais pas, est-ce que nous sommes des trafiquants d'êtres humains ou est-ce que nous ne faisons pas assez bien notre travail ? Avant ce qu'on appelle l'épisode de la jungle de Calais, vous vous rappelez peut-être ce gigantesque bidonville d'exilés, de migrants qui a été dissous en 2016, globalement, il en reste encore des traces. Il y avait en France 40 000 places dans le dispositif national d'accueil. Avant-hier, j'étais au ministère de l'Intérieur où justement on refait chaque fois les projections dans le cadre d'un schéma national. On est passé à 116 000 places. Donc je laisse à chacun le soin de décider si c'est beaucoup, trop ou pas assez. Mais je tiens quand même à signaler l'effort qui a été fait à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas rien. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, parce que les associations qui sont impliquées dans le dispositif national d'accueil, comme France Terre d'Asile, Forum Réfugiés, puisque nous sommes à Lyon, et modestement Habitat Humanisme, ne sont qu'une toute petite partie de l'exercice. Il y a aussi énormément d'autres associations qui s'occupent de ces publics-là, et de façon un peu différente, sans l'aval de l'État, ou avec un regard, compréhensif de l'État. Je vais vous donner 2 exemples. Une association qui accueille des gens qui sont à la rue et qui le fait avec ses propres ressources. On revient un peu aux questions de financement qui ont été abordées plus haut. Elle est maître chez elle. Elle a
évidemment souvent sans les financements publics des moyens plus limités que les acteurs et les opérateurs qui en bénéficient, mais du coup elle fait ce qu'elle veut. Et donc ça n'apparaît pas dans le dispositif national d'accueil et dans les statistiques que l'on connaît. Ensuite, d'autres associations, et parfois même financées par l'État, le font à travers ce que l'on appelle l'accueil inconditionnel. Ça veut dire qu'un centre d'hébergement d'urgence, qui parfois là aussi peut avoir des gens largement fléchés par l'État, qui veut éviter que les gens soient à la rue, en fait, on va demander aux opérateurs de ne pas regarder le statut juridique des personnes. Et c'est l'État qui le demande. Donc là aussi, vous voyez, il y a toute une série de nébuleuses qui fait qu'il est assez difficile de savoir combien de personnes sont prises en charge par les associations au nom de l'asile et réglementées par l'OFII, comme l'a dit Camille, ou par des associations financées par l'État, à qui l'État demande de ne pas trop regarder le statut juridique. Donc vous voyez, on a un panel qui, du coup, offre, je crois, une relative liberté. Alors on peut toujours considérer que ce n'est pas assez, on peut toujours considérer qu'il y a des injonctions discutables, parfois des injonctions paradoxales, mais en fait ça nous permet quand même d'avoir une situation assez vaste. Alors après, c'est la question de la mesure qui nous intéresse. Aussi, là, elle rencontre aussi quelques difficultés, parce que vous voyez bien qu'avec cette dimension protéiforme, il est très difficile d'avoir des chiffres précis. Et je vais être franc avec vous, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, sauf peut-être les chercheurs qui aimeraient avoir des choses très précises pour leurs publications scientifiques, mais parce que vous comprenez bien que entre obtenir des chiffres précis et faire des fichiers, que certains pourraient utiliser pour je ne sais quoi, mais vous devinez quoi quand même, la différence est parfois très fine. Et donc, dans ce flou artistique maintenu par les associations, par les opérateurs et un peu par l'État, on pilote à vue, mais on arrive à avoir une situation où on a sûrement des effets secondaires problématiques, mais pas les plus problématiques. Alors après ce paysage, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce que les associations transforment et de leur contribution face à ce défi, Lionel ? Monsieur le vice-président de l'agglomération parlait tout à l'heure justement de ne pas tuer ou de ne pas assécher à travers des dispositifs et de contrôle le travail d'associatif. Si vous me permettez, la chance que nous avons, c'est que les tutelles, les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales n'ont pas la capacité de nous piloter ou de nous manager totalement. On peut le regretter, mais c'est très bien comme ça pour nous, parce que ça veut dire qu'on a toujours, me semble-t-il, une marge de manœuvre. Et dans le cadre du dialogue que l'on a avec eux, alors, excusez-moi une expression un peu radicale, mais vous savez, c'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Celui qui décide, il est aussi très dépendant de celui qui reçoit la décision. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un mécanisme entre nous, les tutelles, les pouvoirs publics, quelle que soit leur nature. Mais de fait, cette relation est toujours complexe et, je crois, nous laisse toujours une certaine liberté et nous permet quand même toujours de pouvoir dialoguer et de proposer de l'innovation, une voie un peu différente, j'allais dire déviante, de ce que voudraient les pouvoirs publics, qui eux-mêmes sont porteurs, responsables, prisonniers d'un discours politique parfois. Mais de fait, dans la pratique, on arrive à créer des dispositifs et une liberté par rapport à ça. On arrive donc à transformer, si vous voulez, d'une certaine façon, les politiques publiques. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le discours sur les réfugiés, le discours sur les migrations est aussi un discours très polarisé politiquement, avec beaucoup de positionnements, de postures. Et c'est aussi à nous, sur le terrain, de façon différente, de faire changer les choses, de faire changer un petit peu le regard de façon générale sur la pauvreté, et peut-être ici plus particulièrement sur les réfugiés. Il n'est pas rare d'avoir un discours public d'un édile et en même temps, sur le terrain, de lui dire « Non, mais ça serait bien que pour l'entreprise qui est à côté, on puisse les mettre là-dedans parce qu'elle a du mal à recruter, etc. » Il y a toujours ce niveau de double discours que je ne moque pas, qu'on soit conscient, parce que je suis un peu conscient que chacun a ses responsabilités, chacun a un double discours et parle à plusieurs publics, mais de fait, ça nous permet, en transférant via notre action
quelque part des politiques publiques et leur application, d'arriver à participer à ce changement de regard, etc. Et enfin, et je conclurai sur ça, on a là aussi des associations qui sont de différents niveaux, avec différentes responsabilités, et d'où l'importance cruciale de les faire bien, très bien travailler ensemble. Il y a des associations, on l'a dit, nationales qui gèrent les questions de réfugiés, mais il y a des associations territoriales qui vont voir ça à travers un territoire. Il y a des associations qui ne vont pas se poser la question des réfugiés ou de la pauvreté, mais qui vont se poser la question de l'insertion professionnelle. Et évidemment, tout cela s'articule. Et je pense qu'il est très important de travailler ces articulations et les lieux où ces articulations peuvent avoir lieu pour que justement la création de valeur soit maximalisée. Merci Lionel. Camille, vous voulez réagir et peut-être compléter sur la diversité des rôles des associations face à ces problématiques? Oui, rapidement, et du coup aussi en écho au joli dessin qu'il y a sur le tableau. Effectivement, en fait, en vrai, c'est assez difficile de parler des associations parce qu'elles sont extrêmement diverses. Là, Lionel a évoqué une partie de la diversité, mais il y a aussi un des enjeux importants, c'est aussi la question du salariat. En fait, il y a plus de 85% des associations qui ont 0 salarié. Donc évidemment, elles n'ont pas les mêmes besoins de financement et donc pas les mêmes rapports aux subventionneurs et pas la même liberté de parole, etc. Et pour le coup, sur l'accueil des migrants, ça joue beaucoup parce qu'en effet, il y a une des particularités de la crise des réfugiés de ces dernières années, crise entre guillemets, mais c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui se sont mobilisés, il y a beaucoup de collectifs citoyens qui se sont créés, alors qui des fois se sont constitués en association, et puis il y a souvent des militants associatifs de longue date qui sont impliqués là-dedans, donc c'est pas radicalement nouveau non plus, mais de fait, c'est des structures qui en général ont 0 financement public, et du coup se permettent aussi des interpellations un peu plus vigoureuses parfois de la puissance publique, quoi. Donc en effet, il y a des types de rôles qui peuvent être différents. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les associations, donc il y a une vingtaine d'années, en fait, on avait vraiment tendance à les voir que comme des contre-pouvoirs, des lieux de militantisme, etc. Aujourd'hui, clairement, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours des associations qui se définissent complètement comme des pouvoirs publics et des lieux de militantisme, mais il y en a aussi beaucoup avec la transformation de l'État et ce qu'on appelle le nouveau management public, etc. En fait, l'État fait beaucoup moins de choses qu'avant directement et il les délègue beaucoup plus à des acteurs privés et des acteurs associatifs. Et donc, à partir de ce moment-là, les associations, elles sont prises dans ces injonctions contradictoires qu'évoquait Lionel, avec effectivement, en fait, tout le temps des marges de manœuvre. C'est-à-dire, on peut pas juste dire que les associations ont perdu leur capacité de contestation. Ou il y a souvent des marges de manœuvre à la fois discrètes, c'est-à-dire des fois des associations, si on pense à l'accueil des migrants, qui vont faire des choses qui sont un peu à la limite de la loi, mais parce que ça leur semble mieux éthiquement. Et puis aussi des formes des marges de manœuvre plus explicites, c'est-à-dire, et là ça renvoie plutôt au plaidoyer, et ça va être le fait de notamment s'organiser en collectif. Je pense par exemple à la Fédération des acteurs de la solidarité, ou au niveau des associations, il y a eu des tentatives comme les états généraux des migrations, au niveau de la gestion des flux migratoires. Donc des tentatives pour peser sur les acteurs publics, pour peser sur des décisions d'action publique qui ont pu aboutir, hein, par exemple sur les plans froids, la durée des plans froids, etc. Les associations, en s'organisant collectivement, ont pu peser sur des remises à la rue, des remises à la rue sèche, etc. Donc en fait, il y a vraiment tout ce continuum, tout ce dégradé de position possible entre la contestation frontale, le plaidoyer collectif, le guichet de l'État qui est obligé de se conformer à des degrés divers aux injonctions. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en effet, on est dans une période assez différente d'il y a 20 ou 30 ans, et en même temps où il y a des marges de manœuvre et des capacités d'action qui subsistent, quoi. Merci Camille. Donc on vient de voir un peu les différentes formes d'apport des associations à la société. La question c'est comment est-ce qu'on en rend compte, comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on l'évalue. Lionel, quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées les associations en matière d'évaluation ? C'est vraiment notre devoir, hein. Je veux dire par là, l'argent que l'on reçoit pour nos missions, il est, excusez-moi l'expression, je suis agnostique, il est sacré. Et le fait que une puissance publique, avec derrière la démocratie qui va avec, qu'un acteur privé, avec le sacrifice qu'il fait de ses ressources pour nous les confie, cela nous oblige. Et donc il est important que l'on s'évalue
et qu'on puisse rendre compte de ces ressources qui nous sont confiées. Je vais prendre les exemples, vous me permettrez, à partir des gens qui ont introduit votre conférence. Habitat Humanisme, par exemple, un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés. Par définition, il est financé et dépend de la métropole à Lyon. Et donc, puisque Lyon nous confie des ressources pour gérer ces jeunes gens, il est normal qu'on rende compte avec eux. Ils ont un cahier des charges que l'on suit et dont on rend compte régulièrement. On a eu une présentation de NJ, on a nous, Habitat Humanisme, parce que justement, et ça revient un peu sur les marges de manœuvre dont on parlait, on ne veut pas entièrement dépendre de l'argent public stricto sensu, on cherche aussi à capter de l'argent privé sous deux formes. Ce qu'on appelle le grand public, c'est quelqu'un qui va donner 10, 20, 30 euros à Habitat Humanisme, ou des mécènes, des entreprises qui vont nous en donner. Là aussi, parce que, et c'est tout à fait normal, elles donnent de l'argent, elles veulent savoir ce que l'on en fait. Et donc, il faut qu'on utilise à la fois et qu'on le pense, y compris à travers notre propre efficacité, parce que nous-mêmes, nous sommes une structure, une association, et je dois savoir si mes collaborateurs, en tant que directeur général, si mes collaborateurs, et puis même si les bénévoles qui travaillent pour Habitat Humanisme font correctement leur travail. Et donc, il faut qu'on évalue ce que nous faisons, et parfois aussi parce que ça joue pour participer, on l'a dit juste avant, à la décision des pouvoirs publics. Il y a toute une série d'outils qui peuvent intervenir pour améliorer la situation, et il est important qu'on puisse comparer entre deux outils, celui qui est le plus performant, celui qui marche le mieux ou pas. Donc on a vraiment besoin de mesurer l'impact de ce que l'on fait, justement, pour pouvoir justifier la qualité de notre travail et parfois aller chercher des ressources financières supérieures. Attention justement quand même sur cette évaluation. Il y a l'évaluation bonne conscience, vous savez, où on va nous dire est-ce que vous avez trouvé que c'était bien, très bien ou pas bien. Vous avez juste à cocher un petit logo d'un bonhomme qui sourit ou qui ne sourit pas, et donc de pouvoir dire 70% des gens étaient satisfaits ou pas. Bon, excusez-moi, ça c'est du marketing, on s'en fiche un petit peu. Il faut vraiment creuser beaucoup plus profond pour savoir si on est efficace ou pas, et si on est plus efficace que le voisin ou pas. Parce que justement, si on n'est pas efficace et si notre voisin l'est plus que nous, il est important qu'on aille voir vers lui et qu'on fasse un transfert de bonnes compétences. Donc tout ça, ça se travaille, et il faut évidemment des outils. L'avantage de la recherche, c'est que ce sont des outils pas parfait, mais beaucoup plus neutre politiquement que ceux qu'on peut avoir d'une tutelle ou d'une entreprise, qui peut parfois en plus ne pas bien connaître ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment important et il faut qu'on l'intègre. Et c'est pour ça que toutes les démarches de recherche participative, c'est-à-dire où on n'a pas qu'un chercheur qui vient en surplomb mesurer ce qu'on fait, c'est déjà très important, mais qu'en plus ils comprennent en participant à notre action quels sont justement tous nos systèmes de contraintes, nos limites et nos faiblesses. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faut vraiment réhabiliter cette question d'évaluation, ne pas la voir comme une espèce de surveillance lourde, voire même qui ne comprend pas de quoi elle parle, ce qui la rendrait totalement inefficace. Non, il faut accepter le jeu et voilà, se trouver des partenaires, dialoguer très tranquillement. C'est pas un examen, c'est pas un pistolet sur la tempe, mais il faut qu'on le mesure parce que justement, c'est ça qui nous permettra aussi, de voir dans tout ce que l'on fait, qu'est-ce qui est le plus efficace en faveur des publics sur lesquels on travaille. Merci Lionel. Camille, qu'est-ce que vous observez de votre côté de la capacité d'évaluation des associations ? Comment on dépasse la dimension quantitative, chiffrée, économique pour intégrer aussi la dimension immatérielle, et peut-être aussi comment est-ce que on peut outiller davantage sur cette question de l'évaluation de la valeur créée, le dialogue avec les partenaires, avec les pouvoirs publics, avec les mécènes. Oui, en effet, ça a déjà été bien dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, deux choses d'abord. Souvent, les associations, notamment qui interviennent dans le secteur social, sont méfiantes vis-à-vis de l'idée de l'évaluation, avec l'idée que on est sur de l'humain, on est sur de l'intangible. Et le vice-président de la métropole qui ouvrait la matinée l'a rappelé aussi. C'est vrai que des rencontres humaines, a priori, c'est inestimable et on a du mal à l'évaluer. Et pourtant, c'est vrai aussi que le
fait qu'on utilise de l'argent public ou privé, qu'on souvent on vienne en aide ou on travaille avec des populations en situation de vulnérabilité, ça oblige les associations, ça nous oblige, tout comme à l'université par ailleurs, mais à quand même un souci d'efficacité et de résultats. Et c'est vrai que pour l'instant, la plupart du temps, quand il y a évaluation, c'est pour répondre à des demandes des financeurs. Et donc c'est pas fait dans un esprit, c'est souvent peu approprié par les associations pour réfléchir vraiment à leur pratique. Et donc en ce sens-là, la réflexion d'aujourd'hui me semble intéressante. Et donc, je voudrais évoquer quelques difficultés, il me semble, et quelques éléments auxquels on pourrait être attentif. La première chose, et ça je pense que tout le monde l'a en tête, c'est que souvent dans cet esprit d'évaluer pour répondre aux demandes des financeurs, alors il y a des cas où il y a des formes d'évaluation qui sont très lourdes, avec des reportings qui sont très lourds. Par exemple, quand il y a des financements de l'Union européenne, bon, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient pratiqué, c'est très 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 contraignant et c'est des dossiers qui sont très lourds à remplir. De manière générale aussi, dans le travail social, on sait qu'il y a une injonction assez forte à décrire ce qu'on fait et que parfois on met plus de temps à dire ce qu'on a fait qu'à faire vraiment et à accompagner vraiment les personnes. Donc il y a ces cas-là qui posent problème quand le reporting est plus lourd que l'action qu'on peut mener et empiète dessus. Après, dans d'autres cas où ça peut être plus léger, parce que c'est vrai que les financeurs ne demandent pas toujours des choses éblouissantes, et d'une grande complexité en termes d'évaluation, il me semble que souvent le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de réflexion sur les outils de mesure. On est sur des éléments très quantitatifs et qui sont peu ajustés à la pratique associative. J'en donnerai 2 exemples. Sur des projets d'action culturelle, par exemple, quand des assos interviennent dans les quartiers populaires pour faire du théâtre avec les habitants. J'avais une doctorante qui avait travaillé sur cette... Merci. Et ben en fait, elle montrait que ce qui est demandé, c'est en fait, le plus souvent, on demande de montrer qu'on a accompagné beaucoup de personnes. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes accompagnées, le nombre de personnes suivies dans un dispositif. Et donc, en fait, l'association, elle a intérêt à prendre plutôt des gens faciles à accompagner qui viendront dans la structure. Et donc, de fait, l'objectif, en fait, c'était de viser ce qu'on appelle les publics empêchés de la culture, donc plutôt des jeunes, déscolarisés, etc. Et finalement, on se retrouvait avec des femmes, anciennes enseignantes ou bibliothécaires, à la retraite, qui avaient déjà plusieurs expériences de théâtre amateur et qui participaient au spectacle. Et ça, alors là, c'est quelques exemples de cette thèse, mais c'est une réalité vraiment très générale, c'est qu'on va être obligé de sélectionner les publics qui nous permettront de répondre. Ça, on le voit aussi beaucoup dans l'IAE, l'insertion par l'activité économique, où dans les faits, on va être obligé de sélectionner, entre guillemets, les publics les plus réceptifs pour pouvoir dire qu'on a accompagné beaucoup de personnes. Et dernier élément sur ces difficultés à l'évaluation, moi il me semble qu'un autre problème, c'est que souvent on mesure pas, on va pas rapporter l'efficacité d'une action à l'ensemble de la population qui aurait pu être visée. Je donne un exemple concret aussi. Je pense à une association qui faisait du mentorat pour accompagner des élèves, pour accompagner des lycéens, et leur slogan et la preuve de leur réussite, c'était 100% de nos élèves ont le bac. Mais en réalité, le dispositif choisissait les élèves au départ, ce qui peut se comprendre, hein. Donc c'était un dispositif qui recrutait des élèves qui avaient au moins 18 de moyenne. Et au fur et à mesure des années, les élèves qui ne collaient plus, qui montraient plus la même motivation à participer au dispositif, on les invitait à arrêter puisqu'on constatait qu'il n'y avait plus d'adéquation. Donc dans les faits, 100% d'élèves qui ont le bac, de toute façon, on peut supposer que c'est des élèves qui auraient eu le bac de toute façon. Et du coup, il y avait quand même une somme d'argent public assez conséquente qui était investie sur cette association. Et c'est pas du tout dans un esprit de pointer le défaut d'une association que je dis ça, mais il me semble qu'il faudrait qu'on réfléchisse à rapporter. Alors c'est difficile à mesurer, mais mesurer l'efficacité d'une action par rapport à ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu lieu. Et pour le coup, effectivement, en travaillant plus étroitement entre chercheurs et responsables associatifs et membres des associations, je pense qu'il y a moyen de réfléchir à ces choses-là. Dans l'évaluation de l'action publique, ça se fait quand même assez régulièrement. Et juste un dernier mot pour conclure, et c'est les propos du vice-président à la métropole qui m'y ont fait penser. Je pense qu'en fait, ça vaudrait la peine de distinguer une évaluation fondée sur le processus. Et ça est fondé sur les process, puisque c'est beaucoup de novlangue néo-managériale qui est utilisée dans ces cas-là. Et je pense que ce qu'on fait, c'est beaucoup ça. On va évaluer sur le nombre de personnes suivies et est-ce que la procédure machin bidule a été suivie. Alors, les procédures, des fois, c'est utile et ça protège. C'est pas pour les critiquer en général. Mais il me semble que si on essayait d'évaluer davantage les résultats, et les résultats comparés à si l'action n'avait pas eu lieu, c'est
sans doute plus exigeant, mais ça permettrait de passer moins de temps à remplir des tableurs Excel qui ont leur utilité, mais qui méritent quand même de ne pas envahir tout à fait notre existence, et que ça améliorerait la qualité de l'évaluation comme outil pour les associations et comme outil pour les décideurs publics et privés pour être mieux outillés pour savoir quelles associations accompagner. Merci à tous les deux. On va maintenant passer au temps des questions-réponses. Il va y avoir 2 micros qui vont vous être proposés dans la salle de chaque côté. Avant cela, on a des questions en ligne. Donc, peut-être 2 premières questions pour Lionel. Est-ce que la mesure de la valeur sociétale peut être opposable aux demandes de retour sur investissement de certains mécènes, qui sont entreprises mécènes notamment, qui peuvent être dans une culture du ROI, le retour on investment? C'est la première question. Et puis deuxième question, est-ce que les associations ne sont pas confrontées à une difficulté qui est de répondre à une diversité de demandes de financeurs, de demandes d'évaluation différentes de la part des financeurs? Alors, sur la première question, je n'ai pas rencontré de mécènes dont les demandes était en disjonction de ce que nous considérions comme étant juste, qui était notre devoir de faire dans l'accompagnement social. Ils sont quand même jusqu'ici assez ouverts, mais après le filtre, c'est que si on me faisait cette proposition-là, il est fort probable que je ne l'accepte pas. C'est-à-dire si je considérais que ce que me demande comme retour le mécène privé ne correspond pas à mon système de valeurs, eh bien je n'irai pas chercher cette ressource spécifique-là. D'où l'importance, je le rappelle, d'avoir une source la plus diversifiée, enfin des ressources les plus diversifiées possibles pour justement être le moins esclave, excusez-moi, possible d'un type de demande et savoir que pour tel type de projet que j'ai envie de faire, j'irai plutôt voir tel type de financeur, public ou privé, et pour tel autre, voilà. C'est là où j'ai une marge de manœuvre et qui fait que je ne m'enferme pas dans une situation. Alors c'est vrai qu'il y a des associations qui sont devenus tellement parapublics que, évidemment, quand vous avez 98% de vos ressources qui viennent de l'État, votre capacité à faire des choses un peu différentes de ce qui est demandé ou même d'avoir un plaidoyer un peu virulent est réduite. Après, même en étant très proche de l'État, vous pouvez avoir un plaidoyer. C'est juste qu'il ne prend pas la même forme. Il est moins bruyant. Donc, mais voilà, la diversité de l'offre de soutien financier et de ressources nous permet de garder une liberté par rapport à ça. La deuxième question, y a-t-il une limite rencontrée sur la diversité des demandes d'évaluation? C'est un peu vrai, c'est un peu vrai que ça pousse d'une certaine façon à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai des collaborateurs, des collègues qui soient de plus en plus capables à répondre à chacune des demandes qui sont faites pour avoir ces ressources-là. J'ai envie de dire que c'est le jeu. Mais je remarque aussi que ça va pousser à la professionnalisation, parce que pour être capable de faire ces retours, il faut avoir les bénévoles qui ont envie, et c'est bien leur droit, de ne consacrer à ces travaux administratifs qu'une toute petite partie de leur temps, parce que pour eux, faire du bénévolat, c'est s'occuper des gens et pas s'occuper du reporting, eh bien ça va avoir un impact sur leur capacité à faire ce reporting, et donc sur la capacité de l'association à lever des ressources qui demandent ce type de reporting. Et donc, c'est plutôt les associations en voie, ou au moins partiellement professionnelles, je veux dire avec des salariés qui vont le faire, et avec même une transformation de nos recrutements, parce qu'on parlait de financements européens, qui sont un peu une manne à la fois significative, mais extrêmement, extrêmement contrôlée, parfois presque un tout petit peu sautement, si vous me le permettez. Eh bien, on va recruter des profils très rares, très chers, parce qu'ils ont une compétence famille. Famille, c'est Fonds Asile, Migration, Insertion de l'Union européenne, et qui va nous apporter des ressources. Donc c'est vrai que ça transforme notre travail, on s'y adapte, et ça fait la différence entre certains types d'opérateurs associatifs et certains autres. Merci Lionel. 2 autres questions en ligne, plutôt pour Camille. Comment les subventions se discutent avec les acteurs publics au regard de la valeur créée? Et autre question, si l'évaluation n'est produite qu'à la demande des financeurs, est-ce que ça ne laisse pas entre les mains des seuls pouvoirs publics la responsabilité de la définition de la valeur attendue? Oui.
Alors, peut-être sur la deuxième question, en fait, il y a une chose qui est quand même importante à avoir à l'esprit, c'est que quand on parle des financements privés, donc effectivement, le fait que comme les financements publics diminuent, on est obligé d'aller solliciter davantage les acteurs privés, il faut avoir à l'esprit que le gros des financements privés, en fait, c'est de l'argent public, puisque c'est par le biais des déductions fiscales, le fait que soit un particulier, soit une entreprise donne de l'argent aux associations, fait des dons, c'est défiscalisé très largement. Et donc, en fait, j'ai des collègues qui ont montré que depuis 2012, il y a plus d'argent public qui est donné par le biais des déductions fiscales que par le biais des subventions publiques. Donc, c'est quand même intéressant à l'esprit, y compris quand on réfléchit sur la responsabilité sociale des entreprises, etc. Donc, en ce sens, et c'est une façon aussi de répondre à la deuxième question, le fait que les associations aillent de plus en plus solliciter des financeurs privés, et qui en réalité par derrière c'est de l'argent public qui leur est attribué, ça aurait plutôt tendance à diminuer la capacité de contrôle des financeurs publics, puisque si l'État intervient plus indirectement par des déductions fiscales et donc que ça transite par des acteurs privés, les acteurs privés ont des marges de manœuvre ensuite pour choisir qui est-ce qu'ils vont financer ou pas. Ce qui explique aussi qu'il y ait des gens qui soient critiques du mécénat en disant in fine c'est en partie de l'argent public, donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'État qui déciderait comment c'est attribué. Après on peut d'accord avec cette idée-là ou pas, mais c'est parfois un argument qui est avancé. Donc voilà pour répondre un peu à la deuxième question. Et la première, je serai plus rapide, mais comment les subventions se discutent avec les acteurs publics au regard de la question de la valeur. Ouais. C'est vrai qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit toujours. Enfin, peut-être que là, Lionel a des éléments plus concrets dans les interactions avec les pouvoirs publics. Je suis pas certaine que ça soit toujours central dans la réflexion. Je pense que ce qui joue, c'est beaucoup quand même qu'on a tendance à reconduire les financements qu'on a l'habitude de donner. Que ce qui compte, ça va être la capacité des acteurs associatifs à avoir des personnes qui sont en capacité d'aller chercher des financements, donc de remplir les dossiers comme on le demande, etc. Avec, il y a tout un système, et je pense que vous le savez tous mieux que moi, de mots-clés, il faut savoir mettre ce qu'il faut aux endroits où il faut, etc. Et donc, indirectement, derrière, dans les dossiers que les pouvoirs publics demandent à remplir, ils ont une réflexion sur qu'est-ce qui ferait la valeur d'une association qui interviendrait dans le domaine. Mais je pense que tout ça est finalement assez indirect. Et à mon avis, il y aurait moyen de réfléchir plus centralement à ces questions-là en modifiant les façons de faire les évaluations, quoi. Merci Camille. On va vous proposer dans la salle de poser vos questions également. Donc il y a un micro ici. Alors moi j'avais une question. Oui, bonjour à tous. Charlotte Debray, j'ai le plaisir de déléguée générale de la Fonda et d'avoir un petit peu débroussaillé ces questions-là. Et tous les deux dans votre intervention, mais aussi Monsieur Gould dans son introduction, vous avez vous êtes un peu parti du présupposé qu'il fallait rendre compte de l'argent qu'on confie. Jusqu'ici, je suis absolument d'accord. Que ce soit des particuliers, des entreprises, des mécènes ou de l'argent public, il faut rendre compte de l'utilisation de cet argent. Et vous avez tout de suite enchaîné sur la question de l'efficacité. On vous donne de l'argent pour faire une action et ça produit un résultat. Et ça dit rien, ça dit rien réellement en réalité de la transformation que ça peut à long terme apporter au territoire et comment ça vient régénérer aussi le territoire. Donc on a une lecture qui me semble incomplète et en fait ça soulève la question qu'on a quand même autour de laquelle on essaye de travailler à la Fonda aussi, c'est cette question de problématiser la démarche d'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut faire dire à cette démarche d'évaluation ? Parce que l'efficacité, c'est une chose, mais si on vous donne des objectifs colossaux avec des moyens qui ne sont pas adaptés, là, la question, c'est la cohérence. Le critère, ça va être la cohérence des moyens. Et je pense que se poser cette question évaluative avant tout démarrage de négociation, de construction de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut transformer et d'en profiter pour en faire un moment de dialogue et de délibération avec les parties prenantes de notre action, parce que c'est pas parce qu'on nous confie une mission de service public qu'on est seul à la mener et qu'on est dans un écosystème avec des jeux d'acteurs qui eux-mêmes peuvent contribuer à l'atteinte
des effets, des résultats et des effets escomptés pour le territoire. Donc je pense que l'évaluation peut être vraiment, si elle est bien problématisée, après peu importe la méthode, les outils, la comparaison, qu'est-ce qui se passe si l'action n'avait pas lieu, je trouve que c'est une super approche, mais ça coûte très très cher et c'est pas toujours très probant d'ailleurs, les rares que j'ai pu lire. Voilà, ces questions-là, c'est aussi des questions de tout simplement de remettre du dialogue démocratique sur le futur qu'on souhaite pour nos territoires. Et si c'est pas bien problématisé, on s'enferme dans des logiques de mesurer notre efficacité, puis bientôt on va nous demander de mesurer notre performance, voire notre efficience, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on fait autant avec moins de moyens que le voisin, donc les gros investisseurs, lui, ils vont me dire « Ah bah tiens, je vais mettre tous mes sous sur la cravate solide. » Enfin, je dis n'importe quel... je prends n'importe quel exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. On va être scorés les uns par rapport aux autres, alors que l'enjeu, c'est de nous faire coopérer sur l'atteinte des solutions aux problèmes que nos territoires et les habitants à qui on s'adresse vivent. Voilà. Excusez-moi, je repolitise un petit peu le sujet, mais il me semble que cette question évaluative, elle est centrale. Lionel, vous avez vous-même mis en avant plusieurs contradictions. Alors je vais en citer au moins 3. Comment mesurer le non mesurable ? En effet, par définition, c'est pas mesurable, mais je ne veux pas qu'on s'abrite derrière ça pour ne pas faire. Ce qui nous amène à la deuxième contradiction, c'est-à-dire avoir un financement pour aider des personnes, sauf que l'évaluation pour savoir si je fais bien me boufferait 40% de mon budget. C'est un peu embêtant aussi, vous voyez. Le coût d'une évaluation efficace ne doit pas venir à un niveau où il grève le budget pour les populations finales. Enfin, vous voyez, pour les personnes cibles que j'ai vocation à aider. Deuxième contradiction. Troisième contradiction, les associations doivent coopérer. Mais les associations sont en concurrence pour toutes les raisons de ressources, que ce soit des ressources aussi bien financières que des ressources symboliques. Les ressources financières, c'est qu'on va taper un guichet X ou Y et ça pèse par des appels à projets. Et c'est normal, on l'a dit. Donc les associations sont en concurrence. Et elles sont aussi en concurrence symbolique parce que, et je vais prendre une double lecture, les associations sérieuses, les associations pas sérieuses, versus les associations collabos contre les associations militantes. Donc tout ça rend extrêmement complexe. Et j'ai bien cité ces 3 niveaux de contradiction pour réaliser ce que l'on fait, ce que l'on souhaite faire. Il n'empêche que l'on doit gérer ça et trouver où c'est que l'on s'arrête dans les critères d'efficacité ou pas, où c'est que l'on s'arrête dans les critères de coopération ou pas, et ceci sans se payer de mots, quoi. Donc évidemment que tout ça est extrêmement complexe et on doit faire dans ce champ de contradiction. Merci Lionel, on va prendre peut-être encore une dernière question dans le public, s'il y a une dernière question. Oui. Oui, bonjour. Pauline Marteau, bénévole de mon état. J'ai eu l'occasion de pratiquer un peu l'évaluation en tant que consultante de mon ancienne vie. Et à vous entendre, en fait, ma question, c'est quelle différence vous faites entre de l'audit et de l'éval ? Parce qu'on parle beaucoup d'efficacité, de tableur Excel avec plein d'indicateurs. Et pour moi, ça, c'est de l'audit, c'est pas de l'éval. L'évaluation, pour moi, c'est faire le lien entre les objectifs qu'on avait, les ressources qu'on a mis en œuvre, et du coup, de voir s'il y a vraiment un lien de cause à effet. Et du coup, je vous rejoins assez, Madame Hamidi, quand vous faites la remarque de qu'est-ce qui se serait passé sur des populations qui n'ont pas bénéficié de mon projet, par exemple. Tout en sachant qu'en fait, il y a plein de facteurs psychosociaux qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent impacter aussi le résultat. Voilà. Donc, ma question, audit et éval, c'est quoi la différence ? Camille. Rapidement, non, effectivement, l'idée, c'est, ça rejoint aussi le commentaire de Madame de la Fonda, l'idée, c'est de réfléchir ce serait d'arriver à réfléchir à qu'est-ce qui serait pour nous une action efficace. Alors après, on peut choisir un autre terme qu'efficace parce qu'on craint les dérives que ça entraîne, mais effectivement, de réfléchir à, vu nos objectifs, vu les populations qu'on cherche à aider ou à accompagner, et donc en effet, ça ne se résume pas à des tableurs Excel, même s'ils peuvent avoir leur efficacité,
efficacité à certains égards, quoi. Mais donc on serait plutôt dans de l'évaluation vraiment, mais qui nécessite de réfléchir à des outils. Et après, moi j'étais d'accord avec tout ce que disait Lionel sur le fait que tout ça est compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop long, il faut que ça fasse sens. Mais disons globalement, c'est une vigilance aussi sur les termes qu'on emploie, et j'inviterais à avoir même sur le terme d'innovation, parce que pour le coup, ça a été dit plusieurs fois que les associations jouent un rôle important comme facteur d'innovation sociale, mais là aussi, le terme d'innovation, aujourd'hui, il est utilisé par les financeurs, les acteurs publics, comme critère de leur financement. Et du coup, ça pose aussi des problèmes, parce qu'en fait, on va financer des assos pour monter des projets innovants. Et donc, en gros, quand même, quand on monte des projets innovants avec des populations qui sont en situation difficile et avec des jeux d'acteurs compliqués, ça met toujours un peu de temps à se mettre en place. Et donc, en gros, quand au bout de 2 ou 3 ans, ça finit par fonctionner, l'association perd les financements puisque le projet est plus innovant et il faut qu'elle fasse un truc nouveau. Donc, peut-être que la difficulté dans laquelle on est, c'est que je pense qu'une partie des choses auxquelles on peut aspirer en étant investi dans le monde associatif, qui sont effectivement être efficace avec l'utilisation de l'argent qu'on nous donne, être innovant parce qu'on pense que c'est important de transformer la société, c'est aussi un vocable et des outils qui sont utilisés dans une perspective quand même qui est plus néo-managériale et qui répond pas forcément aux mêmes aspirations. Et donc c'est comment on peut réfléchir pour se réapproprier ces termes ou alors en proposer d'autres. J'ai pas de religion sur la question, pour réfléchir à ces questions-là, mais un peu autrement, quoi. J'ai conscience que j'ai pas donné de réponse très ferme. Mais... et c'est aussi un enjeu de recherche que de nourrir la méthodologie évaluative, et à travers de nouvelles... Il y a une question qui a été posée de quels sont les outils permettant d'évaluer des objectifs qualitatifs. Voilà, c'est tout l'enjeu des programmes de soutien à la recherche que lance l'Institut sur ces questions en particulier. Il faut continuer de nourrir la réflexion méthodologique sur ces questions. Merci Camille, merci Lionel. Voilà, et merci à vous deux. On va passer maintenant au deuxième dialogue sur la contribution des associations face à la crise climatique. Et nous avons avec nous pour cela Julie Riegel. Vous êtes, Julie, anthropologue rattachée au laboratoire Pacte de sciences sociales à Grenoble. Vous vous intéressez aux transitions agroécologiques dans leurs dimensions techniques et politiques, et vous développez des projets de recherche accompagnement qui permettent de soutenir les expérimentations et la réflexivité des collectifs associatifs et citoyens. Guillaume Février, vous êtes ingénieur agronome, vous vivez et travaillez depuis 20 ans à Belle-Île-en-Mer. Quelle chance. Vous êtes directeur de l'association Maison de la Nature, Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Belle-Île, où vous coordonnez des projets en faveur de la transition écologique et solidaire, grâce au levier de l'éducation, de la formation et de la facilitation territoriale. Vous êtes investi dans plusieurs réseaux associatifs aux échelles locales, régionales et nationales, dont le réseau DCPIE. On va commencer avec vous, Julie. Quel est le panorama des associations dans le champ de l'environnement et face à la crise climatique ? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être déjà pour... J'attrape ce terme de crise climatique avec un regard englobant et générique, c'est-à-dire que dans ce sens-là, finalement, ça fait très longtemps que des associations se questionnent sur l'évolution du système Terre et l'impact de nos activités humaines, et puis plus globalement sur nos liens aux vivants et aux autres qu'humains. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde le paysage des associations de protection de la nature et de l'environnement actuellement, elles ont à mon sens quatre filiations historiques. 2 filiations qui remontent au milieu du 19e siècle, donc qui sont déjà anciennes. La première, c'est l'émergence des sociétés savantes, dont la Société française d'acclimatation en 1854, qui émerge pour étudier et protéger la faune et la flore. Et ce sont déjà des espaces de rencontres et d'échanges de savoir entre scientifiques et profanes. Et ces sociétés savantes sont les ancêtres de nos associations naturalistes et de conservation de la nature actuelles.
Une deuxième filiation qui remonte aussi au milieu du 19e, c'est l'émergence du mouvement animaliste, avec par exemple l'apparition de la Société de protection des animaux. Et puis on a des filiations plus récentes, vraiment une émergence de mouvements contestataires, comme vous le savez, dans les années 60, qui croisent à la fois des enjeux écologiques et des enjeux sociaux, avec une politisation plus affirmée des questions écologiques et des structures plus contestataires comme les Amis de la Terre, Greenpeace ou plus récemment les associations de justice climatique en sont les héritières. Et enfin, un mouvement qui est souvent invisibilisé historiquement, c'est celui des associations de l'éducation populaire et puis des pédagogies actives en général, qui également, tôt dans le XXe siècle, vont travailler cette question de la sensibilisation à la nature, de la découverte de la nature et de l'éducation à l'environnement. Merci Julie. Pardon. Oui, je suis sur 5 minutes où j'ai encore... Si, vous pouvez continuer, oui, pardon. Je pense. Merci. La question de la gestion du temps est épineuse. Oui, peut-être juste un mot, Florian, parce que vous m'aviez demandé si on pouvait avoir des indicateurs quantitatifs du nombre d'associations dans le champ de l'environnement. Alors, ça m'a pris quelques heures ces derniers temps. C'est très difficile à quantifier. Au niveau national, il y a 54 associations agréées. Mais c'est pas représentatif puisqu'on voit que France Nature Environnement, par exemple, se revendique de plus de 9000 associations affiliées au niveau, différents niveaux territoriaux via leurs 47 associations adhérents. Et je finirai par dire que on voit aussi, par exemple, à travers le réseau Action Climat, combien cette sectorisation est risquée. Le réseau Action Climat compte aussi des mouvements citoyens qui n'ont pas forcément des étiquettes associatives, et puis aussi des associations de solidarité et de développement qui développent des programmes importants par rapport à la gestion de la ressource ou à l'accès à l'environnement. Donc porosité et puis également mouvement informel en complément de donc difficulté à compter. Merci Julie. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le CPE de Belle-Île-en-Mer et nous dire comment vous vous positionnez dans ce paysage que Julie vient de nous dépeindre? Oui, alors notre association, c'est une association qui à la base s'appelle la Maison de la Nature et qui a été créée sur notre petite île de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan en 1990. Et pourquoi CPIE? Parce qu'elle possède un label qui veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement, que l'on possède maintenant depuis une vingtaine d'années, ce label. C'est un label national et il y a à peu près 80 CPIE en France. Donc c'est une association qui a fait tout un parcours, qui a évolué aussi avec l'évolution de la société dans son abord des questions environnementales, mais au début on était sur une approche naturaliste, avec une forme d'intervention qui était l'éducation à la nature. Et petit à petit, on a commencé à parler d'environnement, en développant bien entendu les problématiques à la croisée de l'être humain et de son lien à l'environnement. Et pour traiter cette question-là, la question pédagogique n'a pas été la seule, elle s'est densifiée avec une forme d'accompagnement en fait, des acteurs sur le territoire et des territoires eux-mêmes, dans une logique de proximité, pour aller sur une amélioration de cet équilibre environnemental. Et au-delà de ça, au-delà de l'accompagnement, ça peut être d'un groupe d'agriculteurs, d'une collectivité, d'une école, dans un schéma environnemental, dans un plan zéro pesticide ou dans une performance sur la qualité de l'alimentation, par exemple, eh bien, on va aller depuis un certain nombre d'années, et ça se renforce, sur des questions de facilitation territoriale. C'est un terme qui regroupe une forme de densité d'acteurs pour une action commune sur un territoire pour arriver à répondre aux enjeux de la crise climatique. Donc c'est la coopération territoriale, ça demande du temps et un certain degré d'ambition, mais les CPIE, et nous on essaye, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment avec des logiques de recherche-action, d'avancer là-dessus. Un dernier élément pour cette première question, c'est que dans ce cheminement
partant de la volonté de faire attention à notre nature, mais d'élargir à des problématiques d'aménagement du territoire, etc. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait faire attention à cloisonner l'approche sur la question environnementale pour aller vers les logiques de transformation des modèles territoriaux socio-économiques. Par exemple, c'est l'implication pour notre association depuis sa création sur le pôle local d'économie sociale et solidaire, ou encore le fait d'être administrateur du Conseil de développement de notre pays. Donc à la croisée du développement local aussi. Sinon, on risque de faire sans doute fausse route en étant sur notre approche cloisonnée, sur notre pays où il y a beaucoup d'enjeux, où il y a une densité de population forte. On n'est pas au fin fond de la Sibérie, donc attention à bien décloisonner les approches, quoi. Guillaume, 30 ans d'expérience vous donne un certain recul. Après ce paysage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la contribution des associations face à la crise climatique ? En 5 minutes, c'est la quadrature du cercle. Ce que l'on observe, et ça a été évoqué, c'est en complémentarité avec l'action publique représentée par les collectivités locales notamment. On va avoir, je trouve, étant impliqué moi professionnellement dans cette association et à titre bénévole dans différents réseaux associatifs, je trouve qu'on va pouvoir compter sur une forme de souplesse et une réactivité du mode associatif, qui malheureusement, c'est pas à leur charge, mais malheureusement ne peut pas toujours être le fait d'une collectivité ou d'un service de l'État. Quand vous prenez une décision dans un CA, dans une asso, bon, la décision elle est prise, elle est appliquée après. Elle ne va pas passer par le contrôle de légalité de la préfecture. C'est un exemple tout bête. Donc je pense qu'on a là une façon assez agile d'être à l'écoute active du territoire et de ses citoyens, et de ce qu'ils ont envie de faire et de dire par rapport à ces enjeux liés au climat. Et donc d'être en complément de l'action des collectivités locales notamment. Je citerai un exemple, nous on est personnes publiques associées à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, et donc on va pouvoir utiliser ce mandat pour pouvoir être un porte-voix de ce qu'un certain nombre de nos adhérents, ou parties prenantes ou citoyens, ont à dire dans le cadre de la révision ou de l'élaboration d'un PLU. Un deuxième élément, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une forme de fonction de R&D territoriale. Là ça renvoie à ce que fait l'association. Souvent, la plupart du temps, les gens dans une association sont des bénévoles. Ils ne sont pas là trop pour bomber le torse. Ils font ça avec une forme d'humilité. Je pense qu'il y a peut-être un défaut, c'est qu'on va avoir un gâchis de capitalisation. Qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on sait faire et comment est-ce qu'on le porte ? Et peut-être que le monde de la recherche peut nous aider justement à faciliter cette observation, cette réflexivité, pour conscientiser ce qu'on est en train de faire, formalisée, donc au bénéfice de l'association pour qu'elle sache mieux finalement quelle est sa valeur ajoutée elle-même, parce qu'elle ne le sait peut-être pas déjà, et bien sûr qu'elle le fasse valoir au bénéfice du territoire. Un troisième élément, on a parlé de la capacité à capter des signaux faibles du territoire. Je vais vraiment illustrer par quelque chose de très très clair. Ça fait depuis un certain nombre d'années donc on est engagé dans les actions au niveau du développement agricole local. On entend les agriculteurs nous dire on est embêtés parce que nous, on souhaiterait relocaliser un certain nombre de choses, notamment la production de protéines et de céréales, plutôt que de faire de l'importation avec, vous savez, par exemple, du soja qui viendrait d'Amérique du Sud. On a un gros problème au niveau du fonctionnement écosystémique de notre île. On a une prédation extrêmement forte par la petite faune sauvage de nos semis de céréales et de pois protéagineux. C'est très concret, hein. Les faisans, les pigeons nous mangent tout. Comment est-ce qu'on fait ? Voilà, mais quand on se dit qu'il faut relocaliser, voilà, c'était une problématique extrêmement concrète. Donc ça, c'était des signaux, c'était des discussions depuis 5 ans, même plus longtemps. Et voilà. Donc à un moment donné, on a débuté ça en 2021, le CPIE a mis en place un dispositif de travail en mettant autour de la table, bien évidemment, les acteurs locaux, les représentants agricoles, les représentants du monde de la chasse, les collectivités locales, mais aussi les institutions de l'État, la Fédération de chasse, l'Office français de la biodiversité et des citoyens. Et on a commencé par circonscrire le problème, le définir, voir qu'il était très très complexe, ambitieux, mais voilà, ce signal faible qui nous était dans les pots après une réunion, qui nous était dit comme ça, on a décidé de le formaliser et voilà, d'essayer de le structurer, quoi. Merci Guillaume. Julie, à partir de vos travaux de chercheuse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre côté sur l'apport des associations face à la crise climatique ? Oui, ça sera un regard de chercheuse et de militante aussi, entre les lignes. Il y a 4 axes contributifs qui me semblent importants de situer. La première chose, c'est la contribution des associations à l'élaboration et la diffusion de connaissances scientifiques.
Et par rapport à la notion de crise du vivant et de crise climatique, c'est fondamental de reconnaître ça. Par leur réseau de bénévoles, de leurs milliers de réseaux de bénévoles, les associations ont permis de collecter des millions de données naturalistes qui servent tant à la gestion et à l'évaluation des aires protégées, mais aussi aux travaux scientifiques, notamment du Muséum national d'histoire naturelle. Cette contribution à la connaissance, elle leur permet aussi de jouer un rôle de contre-pouvoir par des expertises indépendantes, que cela ait des risques environnementaux à la biodiversité ou à la santé, et un rôle de lanceur d'alerte, notamment parce qu'elles peuvent travailler sur des sujets orphelins et peu traités pour différentes raisons. Un deuxième axe, c'est leur contribution à la montée d'une démocratie environnementale et aussi d'une démocratie participative en France. Le couple étant très lié, démocratie environnementale et participation historiquement. D'abord, les associations ont fortement contribué à forger le droit de l'environnement, aussi bien en France qu'à l'international. Elles font vivre ce droit par l'exercice du contentieux, notamment vis-à-vis des politiques d'urbanisme, mais aussi des projets d'aménagement. En France, dans notre pays en particulier, c'est vrai que l'environnement est d'abord une affaire de prétoire plutôt que de concertation, même si ça change depuis une dizaine d'années. Et puis, elles permettent aussi de rendre effectif le dialogue environnemental, parce qu'il est difficile pour nombre de citoyens de prendre part aux enquêtes publiques, aux concertations préalables, aux projets d'aménagement, mais aussi aux plans locaux d'urbanisme. Et donc, les associations font vivre ce dialogue environnemental. Et puis, elles sont également fer de lance dans la mise en place d'une gouvernance de l'environnement au niveau mondial. On peut penser à la mise en place de la Convention de Rio, mais aussi de la Convention d'Aarhus, qui garantit le droit d'information et de participation des citoyens. Et je finirai par deux axes plus rapidement, mais qui me semblent importants. Les associations sont aussi un relais par rapport aux mouvements citoyens, à des collectifs citoyens qui n'ont pas forcément la possibilité de se faire entendre ou d'être considérés comme légitimes par les pouvoirs publics ou les acteurs économiques. Donc elles jouent un rôle de relais, un rôle éventuellement de guichet, pour avoir des financements. Et puis elles peuvent être aussi un trait d'union juridique. Des collectifs citoyens peuvent se structurer en associations qui plus tard peuvent devenir des SCOP ou des SIC. Donc c'est un trait d'union en termes de statut juridique. Et enfin, le point qui me tient le plus à cœur, c'est intéressant de voir les trajectoires des associations. Moi, je les vois comme... Là, elles sont à l'origine de la formation d'arborescence dans le temps et de constellation dans l'espace par la façon qu'elles ont de se constituer en réseau multi-échelle, en coalition pour soutenir des initiatives particulières, mais aussi leur capacité à inventer des formes de gouvernance plurielle. Je prends juste l'exemple de l'association Terre de Liens, qui a aussi créé la foncière Terre de Liens pour acheter des fermes et les mettre à la disposition de nouveaux entrants en agriculture. Et son triptyque est complété par la création de la fondation Terre de Liens pour récolter des fonds. Et cela a généré l'inspiration pour d'autres réseaux, par exemple le réseau des alternatives forestières, mouvement associatif qui soutient l'acquisition de forêts par des collectifs citoyens et qui vient également de créer il y a 1 an le fonds Forêt de Vie qui permet aussi d'acquérir des forêts citoyennes. La question du réseau est presque une approche généalogique en fait de l'appréhension de l'engagement associatif. Merci Julie. Guillaume, cette contribution des associations dont on vient de parler, d'ailleurs comme sur le dialogue précédent, elle reste encore largement invisible. Comment on fait pour en rendre compte et finalement quels sont les problèmes qu'on rencontre pour l'évaluer ? Effectivement, il faut déjà commencer par renforcer la culture de l'évaluation dans les associations elles-mêmes.
tout à l'heure, il a été beaucoup insisté sur la question de pour moi, ce qu'on peut appeler la justification. À notre niveau, avec mes administrateurs, l'objectif premier de l'évaluation, c'est de savoir aussi se regarder, de savoir changer les curseurs méthodologiques et de savoir, avant même de mettre en œuvre un projet et d'en évaluer alors l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence, c'est de savoir est-ce que c'est le bon projet. Et de savoir raconter aussi les choses. Comment fait-on pour évaluer ? Déjà, de raconter comment les choses se sont faites. Quelles rencontres, quelle mise en scène des acteurs, quel enchaînement d'événements ont permis à un moment donné de mettre à l'agenda un problème et de commencer à construire une logique de projet. Donc évaluer pour moi pour améliorer et non pas évaluer pour justifier. Parce que pour être un peu iconoclaste quand même, quand on arrive à manier une plume, ou plutôt un clavier d'ordinateur, vous savez qu'on peut aller quelquefois tutoyer le mensonge s'il le faut pour donner à manger à un financeur qui veut entendre ce qu'on veut lui dire, et qui ne viendra pas forcément voir sur le terrain ce qui a été fait, donc faire attention quand même à la réalité des choses. Moi, je parlerai d'un problème auquel on est confronté, que j'ai vécu très récemment, c'est la question de l'immatérialité versus la matérialité. Je vous donnerai un exemple. Dans une logique agroécologique, on agit énormément pour la préservation de surfaces de prairies sur notre territoire qui sont magnifiques, qui sont remarquables, validées par des études scientifiques. Et donc on a répondu à un appel à projet d'une fondation privée dans le cadre de développement des surfaces de captation en carbone. Donc les actions, quelles étaient-elles ? Sensibilisation du grand public, formation des agriculteurs, différents types d'événementiels. En termes de livrables, j'avais quoi moi ? J'avais la réalisation de ces choses-là. Les personnes de cette fondation nous ont dit « c'est très très bien, mais qu'est-ce que vous avez fait de concret ?» Et là, je n'ai pas été capable de répondre à la personne. Elle voulait du matériel, une matérialisation. Donc je lui ai dit, on a fait des flyers parce que vous allez pouvoir les toucher. Voilà. Donc là, on a un gros problème. Comment est-ce qu'on évalue le bien-être ? Comment est-ce qu'on évalue la prise de recul d'un agriculteur sur ses pratiques ? Voilà. Donc attention à ce glissement pour aller vers des réalisations matérielles. Autre problème, ça a été évoqué, la logique de l'appel à projet. J'ai entendu avec grand intérêt le propos du vice-président de la métropole pour revaloriser les subventions de fonctionnement et qu'elles puissent être éventuellement, peut-on rêver, pluriannuelles comme il existait avant. Comment peut-on rentrer dans une logique évaluative quand on a un côté saccadé de nos dynamiques ? Voilà. Moi, la question du projet, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On agit, je vous parlais de développement agricole, sur les questions de foncière, sur des territoires à forte attractivité et spéculation comme le nôtre. Ça prend 10-15 ans. Avant, je ne suis pas capable de faire. Donc, ça fait depuis 10 ans. On a multiplié un appel à projet. On a fait un premier sous-projet de 18 mois, puis 12 mois, puis 6 mois, puis 2 ans. Donc, comment peut-on revenir à une logique de démarche plutôt que de projet ? On anime un projet alimentaire territorial. Par définition, c'est quelque chose qui est pluriannuel. On est en train de le remplir avec des financements annuels. Je m'arrêterai là. Je pense aussi qu'on peut, comme l'a dit Julie, moi ça fait 20 ans que je travaille, j'ai participé à la création de 7 associations, 6 ou 7. Donc on peut imaginer aussi l'association comme étant vectrice de création d'associations ou d'autres formes de structures. Et quelque chose qu'on n'a pas cité jusqu'alors, attention à la question de l'essoufflement du bénévolat. Il y a quand même de la donnée qui existe là-dessus. Un bénévolat qui va être beaucoup moins au long cours, beaucoup plus ponctuel. Mais c'est un vrai sujet. Donc comment on évalue aussi le projet associatif par rapport à sa capacité à avoir des ressources humaines, si possible, sur le long terme. Merci Guillaume. Donc montrer aussi l'immatériel et sortir du cadre des projets annuels pour évaluer les effets à long terme. Julie, comment on peut surmonter ces contraintes pour mieux évaluer la contribution des associations face à la crise climatique ? Ce qui me vient d'abord sur ces questions d'évaluation, c'est combien la crise climatique jette une lumière crue sur notre rapport au temps et à l'évaluation, avec l'idée jusqu'à présent finalement qu'on avait une ligne de temps de la société avec notre désir d'immortalité et d'infinité qui était parallèle aux lignes du temps des processus naturels.
Or, cela vole en éclats, puisque notre ligne du temps humaine est désormais redoutablement barrée par la ligne du temps du système Terre. Pour ne pas être redondante avec tout ce qui a été dit, sur les enjeux de l'évaluation, il me semble une limite du cadrage par les institutions et la limite du calendrier et la limite aussi de l'évaluation d'actions planifiées à l'aune de critères mesurables. Ce que je veux dire, c'est que il est intéressant pour moi de parler d'effets des actions plutôt que d'évaluation, et notamment de pouvoir se pencher sur les résultats non prévus, non attendus, sur l'intérêt aussi de comprendre ce qui n'a pu être réalisé et qui pourrait être étiqueté d'un échec. Et également, la déléguée de la Fonda l'a dit, de regarder comment une action, un projet contribue à un écosystème territorial, à un écosystème d'acteurs. Et je dirais qu'un autre enjeu aussi pour moi est fondamental, c'est de travailler cette notion d'évaluation de manière endogène au mouvement associatif, c'est-à-dire peut-être d'utiliser la notion d'évaluation au sens de capitalisation. Et là, je rejoins ce que disait Guillaume, c'est-à-dire comment on peut expliciter les apprentissages et les savoirs implicites des acteurs, comment on peut prendre conscience et énoncer individuellement pour nos pairs et nos parties prenantes ce qui a été acquis et transformer ainsi l'expérience en connaissance pour les organisations. Je dirais aussi que la capitalisation, c'est prendre le temps de regarder d'où on vient, de se retourner pour célébrer ce qui a été fait, mais aussi re-questionner le sens, la cohérence de l'action. Et à l'heure où il y a des épuisements de militants, de bénévoles, et aussi de problématiques de mal-être considérables dans les associations, ces espaces pour se regarder sont sans doute fondamentaux. Et au niveau des méthodes, je dirais simplement, pour ne pas être plus longue, qu'il y a tout un champ d'inspiration du côté des communautés intentionnelles, des communautés activistes, mais aussi des organisations au management matriciel ou en réseau, notamment pour développer des approches basées sur le sensible, sur la narration, la question de se raconter et de donner une matérialité au récit des aventures collectives, et également se retourner, mais mettre en récit aussi par des approches narratives quels sont les futurs qu'on désire, les futurs dont on rêve. Et je prendrai je poserai 2 graines. Je pense par exemple à l'approche de l'arbre de vie, qui vient au départ de travaux thérapeutiques dans le champ de la santé sur le continent africain. Et puis aussi, je vous invite à regarder ce que fait le collectif La Fabrique des Transitions, qui a développé aussi justement beaucoup de méthodologies basées sur les approches narratives pour donner à voir et à sentir qu'est-ce qu'un processus de transition dans les territoires. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On arrive au temps des questions-réponses. Il y a quelques questions qui ont été posées en ligne. On va peut-être commencer cette fois-ci par prendre les questions dans la salle. Normalement, voilà, les micros sont là. Il y a une question ici. Juste pendant que qu'on vous donne la parole, il y a en ligne, on nous a demandé à plusieurs reprises des ressources bibliographiques. Donc juste vous dire que il y aura une publication du compte-rendu de ces échanges et que nous y annexerons un travail bibliographique sur les thématiques de ce jour. Donc vous pourrez y puiser des ressources intéressantes. Oui. Monsieur. Olivier Martel de la direction environnement de la métropole de Lyon, en charge du plan d'accompagnement transition résilience. On a beaucoup parlé d'évaluation de valeur sur le quantitatif. Sur la métropole, on soutient une 50aine d'associations orientales, comme la Maison de l'Environnement par exemple. On est capable de dire
les 80 professionnels qui font de l'éducation à l'environnement tous les jours sur la métropole, qu'est-ce qu'ils font où, à quel endroit, pour quel budget, auprès de quel public, avec quelle forme de méthode pédagogique. Hein. Mais par contre, on s'interroge beaucoup sur la question par rapport aux enjeux environnementaux, la question de l'énergie citoyenne. Parce que pour changer le monde, il faut un peu d'énergie citoyenne. Et donc, comment on évalue l'énergie citoyenne des associations? Ça, c'est une première question. Parce que sur le quantitatif ou les processus, on a évalué le plan d'éducation de développement durable, avant qu'il s'appelle plan d'accompagnement transition résilience, pour plus de 120 000 €, l'évaluation. Hein. Donc on sait mesurer les processus, les méthodes, etc. Mais cette question de l'énergie citoyenne, elle est fondamentale. Et puis il y en a une deuxième question pour nous qui est très importante aussi, qui a été abordée un peu par Guillaume Février sur l'histoire des conventions pluriannuelles, ou sur les punissements de certains militants dans le milieu associatif. C'est la question de comment on évalue, qui est aussi une question très complexe, le plaisir de s'engager sur des changements de mode de vie, d'une manière individuelle ou collective. Et ça, ces deux questions-là, énergie citoyenne et le plaisir de s'engager, on sait que ça a un impact sur le territoire et une valeur sociétale très importante. Par contre, pour l'évaluer, c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez des recettes ou des lieux de réflexion, puisqu'il y a malheureusement plus d'espace français de concertation sur l'éducation et l'environnement, qui a duré pendant une vingtaine d'années. Hein. Voilà. Merci, et c'est Guillaume qui va répondre, et peut-être que Julie complétera. Essayez d'apporter des éléments, du moins. Alors sur l'absence d'espace de concertation, il y a quand même une structuration régionale et nationale des mouvements d'éducation à l'environnement qui existent. Il doit y avoir un GREN, je pense, ici en Rhône-Alpes. Nous, on a le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Et il y a le réseau FREN national, mais ce sont, comme le disait Julie tout à l'heure, que certaines représentations. Et il y a aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements informels. Donc l'énergie citoyenne, comment se matérialise-t-elle? Comment peut-on l'évaluer? Je ne sais pas si justement le mode associatif est le seul média qui va nous permettre de l'évaluer. Je pense que là, pour le coup, on peut peut-être faire appel un petit peu à une logique quantitative. Ce que l'on aime faire, nous, c'est par rapport à un enjeu qui peut être à bas bruit discuté sur un territoire. Par exemple, la nécessité d'une transition énergétique, ça me ramène à l'année 2013 pour des actions chez nous. Ou alors la question de la santé environnementale pour l'année 2021 chez nous. Eh bien, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'impulser un mouvement, par exemple autour d'une conférence débat. Et à la fin de la conférence débat, on demande aux gens de s'inscrire, de laisser l'adresse mail. Et puis on leur propose la constitution d'un groupe local. Là, on voit déjà si on a 4 personnes dans la salle ou 68, enfin à la mesure de la taille de notre territoire. Donc là, pour vous parler de cet exemple, sur ce groupe local santé-environnement que l'on vient de créer le 29 septembre dernier, moi j'avais 40 personnes dans une salle. Et on regarde après le degré d'étiolement, parce qu'il y a des gens qui viennent par curiosité. Et un mois après, on fait la réunion, ou 2 mois après, et puis là on voit s'il reste 10% des gens ou 90%. Quelle est l'énergie qu'ont envie de mettre les citoyens pour se mobiliser et prendre un peu de leur temps en soirée pour venir échanger sur des enjeux complexes, se mesurer aux autres? Voilà. C'est qu'une petite réponse peut-être partielle. L'énergie citoyenne, elle va être aussi en réponse à ce qui peut parfois être évoqué comme un gros problème local, par exemple la nécessité de relocaliser notre alimentation, mais le passage à l'action. Comment évalue-t-on le passage à l'action? Et comment évalue-t-on la différence entre un public citoyen qui va être sensibilisé et un public qui va passer à l'action? Là, je reviens à la nécessité de se mettre en lien avec la recherche, par exemple la psychosociologie, on a travaillé avec ça, pour voir comment les gens, à un moment donné, vont pas rester... moi, j'ai un véhicule diesel, donc je suis sensibilisé pourtant à la finitude des ressources fossiles, mais je n'ai pas encore fait le pas de prendre peut-être un peu plus mon vélo. Et donc, la question de l'énergie citoyenne, comment va-t-on mesurer le passage à l'action concret? Je réponds à votre question par une question, parce que souvent, on va malheureusement rester aussi un petit peu dans les actes, quoi. Enfin, voilà quelques petits éléments.
Et cette énergie citoyenne, elle peut, pour un certain nombre de personnes, uniquement se matérialiser par la capacité à aller voter et à demander à nos élus, via la démocratie représentative, de travailler. C'est aussi ce qu'on nous dit quelquefois. Moi, j'ai voté, donc pour l'action sur les déchets localement, le plan de prévention des déchets, c'est les élus. Mon énergie citoyenne, je l'ai mise en réfléchissant beaucoup à qui j'allais voter. Moi, j'ai eu dans nos adhérents des gens qui nous renvoient aussi à la responsabilité de nos représentants élus à différents niveaux pour faire l'action. Merci Guillaume. Il y a deux questions qui touchent à la codétermination de la valeur. Une première qui nous dit finalement vous avez posé la question d'espace de codétermination de la valeur autour des problématiques territoriales et sectorielles et quel frein finalement à la mise en œuvre d'un tel dialogue entre le territorial et le sectoriel. Et une deuxième question qui est assez proche, qui nous dit cette question de la codétermination de la valeur finalement, quelle piste pour permettre aux associations de travailler collectivement à leur approche de la valeur. Il y avait un petit clin d'œil en réaction au propos de Lionel tout à l'heure qui citait une concurrence interassociative, mais il n'y a pas que de la concurrence, il y a aussi de la coopération interassociative et territoriale. Et donc, quelle piste pour avancer aussi dans cette voie? Alors là, je pense que tous les deux, vous pouvez réagir, mais Julie? Peut-être... Dans la notion de codétermination, moi j'entends la notion de co-construction, donc de travail à parité. Ce dont je peux témoigner, c'est que la coopération nécessite une méthodologie et un cadrage important. Quel que soit le collectif, elle n'est pas spontanée. On doit l'apprendre par des rituels, des savoir-être, des méthodes de décision collective. Et dans le champ associatif, c'est valable comme ailleurs. La bonne volonté, les vertus morales, le militantisme ne suffisent pas toujours en fait à co-construire, c'est-à-dire à partager le pouvoir et à ce que chacun prenne la place et le rôle qui lui conviennent. C'est ce qui m'est venu. Moi, je reviens pour répondre en partie aussi sur ce que je disais tout à l'heure. Nous, c'est bizarre parce qu'on l'a pas voulu ce pas de temps, mais je me rends compte qu'on a fait 4 DLA, dispositifs local d'accompagnement, par rapport à différents types de problématiques. 2005, 2010, 2016, et on vient d'en sortir là, 2021-22. C'est dommage qu'on ait attendu d'avoir un problème pour solliciter auprès de France Active le DLA et qu'un consultant vienne nous aider à arrêter de pédaler et de se poser entre nous. Je pense que maintenant, moi, ce que je vais conseiller à mes administrateurs, j'invente rien, parce que vous allez me dire, mais finalement, tu es en train de nous décrire qu'il faut se poser régulièrement pour revisiter le projet associatif. Et donc, c'est des moments dans lesquels on va pouvoir se poser. C'est pas une réunion de CA où il faut décider vraiment telle chose sur les fonctions support ou sur un projet. Voilà, c'est pas une réunion d'équipe. Voilà, c'est des moments où on se pose. Alors, ça demande du temps, mais il faut savoir prendre ce temps en interne pour parler notamment de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que finalement, cette chose qu'on a faite, est-ce qu'on en est satisfait? Et à l'occasion, eh bien, d'être avec d'autres associations du territoire et d'autres partenaires pour pouvoir parler de ce qu'est devenu l'association, de là en 2022, bientôt 2023, comment, autour de ce mot de valeur, elle est capable d'en parler. Donc de conscientiser, de prendre le temps de le faire régulièrement, parce que je ne pense pas que les associations, en tout cas moi dans celles que je repère, aient tout le temps l'habitude. Voilà, il y a des séminaires, il y a des grandes journées adossées à l'Assemblée Générale, mais pas tout le temps, et finalement on se rend compte que le temps passe, que les années passent, et on ne se pose pas finalement assez, quoi. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question en ligne? Oui. Oui, c'est pas tout à fait en ligne, mais en tout cas, c'est dans la salle. Vrai, oui. C'est en vrai. Alors, d'abord, je souscris complètement à ce que vient d'indiquer Guillaume sur l'intérêt d'avoir un DLA dans les associations assez régulièrement. Ceci étant, moi, il y a un point qui est transversal à tout ce que l'on s'est dit et qui mériterait d'être probablement approfondi par l'Institut français. C'est le rapport justement salarié et bénévole dans toutes nos activités. Je pense que Guillaume, lui, est salarié, mais en même temps, il a un positionnement très militant.
et donc, quelque part, il rejoint les bénévoles de son association. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bénévolat au sens où on veut des résultats tels qu'on les a décidés ce matin, et en tout cas largement approfondis ce matin, sans des bénévoles. Et ce rapport aujourd'hui est un rapport relativement complexe qui, à mon avis, devrait être vraiment pris en compte par les chercheurs. C'était mon message. Merci. Ouais. Guillaume. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans la fiche de délégation du CA vers le directeur, la directrice ou le coordinateur, ou même les salariés ? On observe un glissement vers plus de politisation, je ne sais pas si on peut dire comme ça, des équipes techniques. Il y a un degré de technique, il y a un degré d'administratif, il y a une complexité des mécanismes qui font qu'un certain nombre de bénévoles disent « mais moi, je ne suis pas venu pour ça, je ne veux plus ». Donc, le directeur ou la directrice va devoir se mouiller, si je puis dire. Et quelquefois, ça renvoie à ce que je viens de dire avant. Hop, on s'arrête de pédaler, on se pose, on analyse notre situation parce qu'on peut être dépassé parfois, quoi. Donc on peut très rapidement être politisé. Mais il faut ramener... alors nous, on a eu une petite érosion à un moment donné de notre conseil d'administration. Et là, suffisamment tôt, on s'est dit on se pose et on redonne une force avec une évolution de la gouvernance qui va permettre d'éviter justement de faire ce que l'on peut peut-être quelquefois aussi apercevoir dans un certain nombre de collectivités, l'hyperpuissance d'une technostructure dans les assos, même à l'échelle de notre petite association, où nous sommes 5 salariés, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Merci à nos deux intervenants pour ce dialogue riche et passionnant. Nous arrivons au terme de notre conférence. Je voudrais remercier encore nos partenaires, la Métropole de Lyon, Inextinso, NJ People Lab et la Fondation Crédit Coopératif. Et je remercie très chaleureusement nos intervenants qui ont su nourrir nos réflexions. Parmi ces réflexions, je retiens 3 grandes idées. Sur chacun des sujets abordés, l'histoire a été convoquée et elle est une façon de rendre compte dans le temps long de la contribution associative à la société. Elle est sans doute encore insuffisamment écrite et mobilisée pour montrer cet apport des associations à la société, à la démocratie. Ensuite, vous avez toutes et tous insisté sur la grande diversité des acteurs associatifs, de leur modèle et de leur rôle. Et on a compris que les statistiques ne pouvaient pas rendre compte de tout et qu'elles devaient être complétées par des études qualitatives pour mieux comprendre comment les associations contribuent à transformer la société, comment elles participent à la démocratie. À l'échelle des associations, vous avez aussi ouvert quelques pistes qui nous incitent à envisager l'évaluation non pas uniquement comme un outil de mesure de l'efficacité des actions et de justification de l'efficacité des actions, mais aussi comme une démarche stratégique d'apprentissage, de délibération démocratique pour mesurer les effets humains des actions et des organisations et pour s'intéresser aussi aux effets à long terme. Sur l'ensemble de ces questions, l'Institut a commencé et souhaite continuer à soutenir de nouvelles recherches et diffuser des connaissances utiles au monde associatif. C'est un enjeu pour la reconnaissance des associations, pour leur dialogue avec leurs partenaires. C'est un enjeu aussi pour un meilleur outillage stratégique des dirigeants associatifs. C'est un enjeu pour la société et pour la démocratie. Je vous invite à suivre les travaux de l'Institut sur notre page LinkedIn, sur notre site internet. Je vous invite également à noter 2 prochaines dates dans vos agendas. On doit normalement les afficher sur la dernière slide, Claire. Alors, les 2 prochaines dates, c'est le 5 décembre, les premières rencontres nationales de l'Institut à Paris. C'est toute la journée. Et puis, nous nous retrouverons pour une conférence à Lyon et en visio le 16 mars 2023 pour parler des modèles socio-économiques associatifs et de l'innovation des associations. Avant de nous quitter, j'aimerais adresser un dernier remerciement à l'équipe de choc de l'Institut qui a organisé cette rencontre avec brio. Merci à Claire Bréchard et à Clara Grange et on espère vous retrouver très bientôt.